Le président Lafont et moi-même utilisons une autorité toute relative pour vous dire qu'il faut prendre place et que nous allons débuter notre réunion de commission dont je rappelle, elle concerne l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, également peut-être un point sur la Coupe du Monde de rugby, en tous les cas les conditions de sécurité, et que l'audition du ministre, M. Darmanin, est retransmise sur le site internet du Sénat, en direct, je crois, et je voulais le redire. Merci, Monsieur le ministre, au nom du président Lafont et de moi-même, de votre présence cet après-midi au Sénat, où, une nouvelle fois, nous réunissons nos deux commissions afin d'évoquer les sujets que je viens de rappeler. Le rapport que nous avons commis au moment des événements du Stade de France avait permis d'identifier un certain nombre de difficultés dans les grandes manifestations sportives et avait été aussi l'occasion de nous interroger sur l'organisation future, à la fois de la Coupe du Monde de rugby et à la fois des Jeux Olympiques 2024. À cela avait été dit qu'un texte viendrait prochainement sur l'organisation des Jeux Olympiques notamment, avec des propositions de votre part, qu'il y a eu un travail de préparatoire qui a été fait, bien sûr, et le président Lafont et moi-même avions souhaité que vous puissiez venir devant nos deux commissions pour regarder, étudier et discuter avec vous de cette présentation et de travail qui était actuellement fait. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Vous avez annoncé qu'il y aurait peut-être 18 nouvelles brigades mobiles et vous aviez annoncé qu'il y aurait probablement un recours à la vidéoprotection. Je parle là plus pour la commission des lois, dont c'est le sujet, un des sujets importants, et notamment parce que trois collègues de la commission des lois ont commis un rapport sur la reconnaissance faciale et donc, quelque part, sur ce qui pourrait être utilisé dans le cadre de ces deux grandes compétitions, savoir si vous y aurez recours ou pas, dans quelles conditions juridiques, et naturellement contribuer à ce que cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà, moi j'en ai terminé. Je vais laisser au président Lafont naturellement la parole et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois. Moi, je ne serai pas tellement plus long dans ce propos introductif parce que nous allons vous céder la parole dans quelques instants. Monsieur le Ministre, d'abord pour vous remercier, comme l'a fait le Président de Buffet, d'être devant nous de nouveau, devant nos deux commissions pour poursuivre cet échange. Vous l'aviez proposé vous-même, du reste, de revenir après l'été suite aux premiers échanges que nous avions eus, au rapport que nous avions adopté à l'unanimité qui établissait 15 recommandations pour améliorer la sécurité lors des grands événements sportifs. Nous avons en commun ce souhait que les grands événements sportifs à venir, à savoir la Coupe du Monde de rugby et bien sûr les Jeux Olympiques et Paralympiques, se passent dans les meilleures conditions possibles. Et on sait que de ce point de vue-là, la question de la sécurité est un enjeu essentiel à la bonne tenue de ces événements sportifs. C'est non seulement un enjeu, ça devient une préoccupation des Français si on fait référence à des sondages parus récemment. Alors on sait bien que toutes les décisions n'ont pas encore été prises, qu'il y a un certain nombre de réflexions en cours. Néanmoins, il nous paraît important de vous entendre de nouveau et de pouvoir vous interroger sur notamment les recommandations que nous avions formulées et les réflexions qui sont les vôtres à ce jour. En tant que président de la Commission culture, je ne peux pas m'empêcher de faire aussi une petite parenthèse sur les grands événements culturels, puisqu'on a vu début septembre qu'il y avait eu des incidents lors d'un concert de Booba au Stade de France. Je ne ferai pas le parallèle avec la finale de la Champions League, mais là aussi, il y a eu un problème de billetterie avec des faux billets qui ont été mis en circulation. C'est dire que la problématique demeure. Et donc, évidemment, nous avons à cœur de vous entendre cet après-midi pour faire un point à date sur les décisions qui ont d'ores et déjà été prises et celles qui restent à prendre. Monsieur le ministre, nous donnons la parole. Merci, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénateurs. Je me suis permis de proposer une petite présentation que vous avez bien voulu accepter pour que l'ensemble de la commission puisse suivre peut-être le cheminement qui m'amène à présenter les moyens que le ministère de l'Intérieur va mettre en place pour organiser la Coupe du Monde de rugby, mais surtout les Jeux Olympiques de Paris. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler ici, je rappellerai quand même l'importance
pour notre pays, mais aussi le côté exorbitant de l'action que va mener le ministère de l'Intérieur, puisque le Premier ministre Valls avait désigné mes prédécesseurs et donc moi-même comme étant l'unique responsable de l'organisation en termes de sécurité des événements sportifs et singulièrement des Jeux Olympiques de Paris. D'abord, c'est l'objet de ce premier slide, comme on dirait en patois tourquenois, c'est-à-dire le fait que nous nous inscrivons dans la loi que vous venez de voter à une très large majorité, je vous en remercie une nouvelle fois encore, sur la LOPMI, puisqu'on avait besoin de moyens très importants pour finalement répondre à 4 types de menaces qui pèsent sur les grands événements sportifs et singulièrement sur les Jeux Olympiques à Paris. D'abord, une menace terroriste, sans aucune espèce de doute, une menace d'ordre public, ce à quoi vous faites référence aussi, Monsieur le Président, une menace cyber. Je rappelle qu'aux Jeux Olympiques de Tokyo, c'est 4 milliards d'attaques cyber qui ont concerné les Jeux Olympiques de Tokyo, et il n'y avait pas de public du fait du Covid. Et une menace qu'on pourrait appeler délinquante, qu'on a rajoutée, si j'ose dire, inspirée notamment des faits du Stade de France. J'expliquerai comment on arrive à avoir des moyens vraiment très importants pour la préparation des Jeux Olympiques. Les 15 milliards d'euros, vous les avez accordés dans la LOPMI, donc merci au Sénat. Le texte arrive à l'Assemblée la semaine prochaine en commission. De grandes priorités, c'est évidemment l'augmentation très forte de la présence de la voie publique. Alors là, on l'a vu avec la création du nombre de policiers et de gendarmes, d'escadrons de gendarmerie mobile et de CRS. On en reparlera, mais ça, c'est dans la LOPMI. Le numérique et la technologie, j'ai eu l'occasion de dire à quel point c'était une loi de cyber et de technologie. Sur les 15 milliards, la moitié concerne la technologie et la transformation numérique et cyber du ministère de l'Intérieur. Et puis, il y avait une poche, si j'ose dire, de 200 millions d'euros, qui sont d'ailleurs dans la première année de l'année 2023, puisque le PLF va arriver devant vous, mesdames et messieurs les sénateurs, pour refaire la quasi-intégralité des salles de commandement dans les préfectures concernées, notamment à la préfecture de police, mais surtout au ministère de l'Intérieur, où nous aurons une nouvelle salle de commandement pour de gestion de crise qui servira demain à d'autres choses, comme la gestion des attentats ou les détournements d'avions. Vous savez que c'est le ministère de l'Intérieur qui est le lieu où se retrouvent les autorités de l'État, à commencer par le président de la République en cas de crise, ce qu'on appelle la CIC. Le sujet de la vidéoprotection, on parlera des moyens légaux supplémentaires dont on va demander l'augmentation aux parlementaires, mais aussi en moyens budgétaires, on en reparlera, et le nombre de caméras qu'on va rajouter sur la voie publique, ainsi que la lutte anti-drone que je partage avec le ministre des Armées, puisque aujourd'hui la police de l'air, la police du ciel, notamment à Paris, et celle du gouverneur militaire de Paris. Donc c'est une menace très importante que nous découvrons toutes et tous pour éviter que nous n'ayons pas des attentats comme sur des scènes de guerre que nous connaissons malheureusement au théâtre d'opérations extérieures, de drones chargés d'explosifs qui arrivent sur une foule, par exemple. Là, nous copartageons cette responsabilité avec le ministre des Armées. Donc je veux dire que d'abord la Coupe du monde de rugby, qui arrive désormais dans quelques mois, dans 10 mois, est pour moi, pour nous, pour le ministère de l'Intérieur, une répétition générale, et que nous allons mobiliser 7000 forces de l'ordre par jour pour cet événement, c'est-à-dire beaucoup de forces de l'ordre, même si on verra que c'est beaucoup plus évident pour les Jeux Olympiques. 7000 par jour, c'est évidemment une moyenne, puisque ce n'est pas la même chose en finale que dans les matchs de moindre importance, mais c'est beaucoup de monde. On aura l'occasion d'y revenir si vous le souhaitez. Je voudrais aussi souligner que sur les Jeux Olympiques, nous allons gérer 10 500 athlètes de 206 nations représentées, c'est-à-dire y compris des nations qui peuvent avoir des menaces extrêmement importantes sur leurs équipes. On pense évidemment à l'équipe israélienne, à l'équipe américaine, à les représentants évidemment d'autres pays que je ne voudrais pas souligner ici, mais qui méritent effectivement une protection toute particulière. 40 sites de compétition. Je rappelle que la moitié de ces sites au moins sont en Île-de-France, et singulièrement à Paris et en Seine-Saint-Denis. Et 7 sont même en hypercentre de Paris, ce qui met des défis logistiques de sécurité très importants. 6 000 journalistes qu'il faut aussi évidemment accompagner et protéger. Quasiment 10 millions de spectateurs. Il n'y a pas d'équivalent aux Jeux Olympiques d'été. 4 milliards de téléspectateurs. Quand il se passera mal quelque chose à Paris ou dans le reste du pays, tout le monde le verra et ce sera vu immédiatement. 22 villes qui vont accueillir des épreuves, jusqu'en Polynésie française, ce qui demande évidemment des projections de force, bien évidemment, et qui pose d'autres menaces sur mer, notamment. On pense aussi aux épreuves qui seront à Marseille. 13 millions de billets vendus à compter de février 2023. Je voudrais ici dire, j'ai entendu la question sur la billettique, que si le ministre de l'Intérieur et le gouvernement est responsable de la sécurité de l'organisation, il n'est pas responsable de la billettique et
du fonctionnement de chacun des événements en tant que tel, puisque là, il y a un comité d'organisation que vous connaissez bien, notamment que M. Estanguet préside. On aura l'occasion sans doute de reparler de nos liens avec ce comité d'organisation, évidemment, mais chacun, évidemment, s'occupe de sa chacunière, si j'ose dire. Les Jeux olympiques sont complétés par des Jeux paralympiques qui vont donc amener la France à avoir de nouveau énormément d'athlètes, 4400 athlètes pour 549 matchs ou sessions, et notamment, vous l'avez vu, une cérémonie d'ouverture également. On parlera celle des Jeux olympiques du mois de juillet, mais la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques se tiendra manifestement place de la Concorde, c'est-à-dire en plein centre de Paris, au moment où Paris va reprendre son activité économique, scolaire, naturelle. Évidemment, il est bien difficile de sécuriser la place de la Concorde. On aura l'occasion d'en reparler. Donc j'ai évoqué les risques, je n'y reviendrai pas, mais on peut aussi les compléter par des menaces qui auraient pu faire hier sourire, mais qui ne font moins sourire depuis la guerre en Ukraine, une menace nucléaire, une menace radiologique, des menaces biologiques ou chimiques, tout ce qui pourrait être ressemblé à des bombes ou des attentats qu'on pourrait appeler sales. Il n'y a pas d'attentats propres, mais vous voyez ce que nous pouvons vivre. Évidemment, ces menaces sont extrêmement nombreuses, ce ne sont pas que des menaces dans le public. Alors nous allons, et c'est la première fois que je divulgue, messieurs les présidents, ces chiffres, hein, nous allons mobiliser plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour pour tous les moments des Jeux olympiques, c'est-à-dire sur un gros mois. Ça va donc demander énormément de travail de préparation et d'exécution pour le ministère de l'Intérieur. Je veux ici dire que je fais 2 fois par semaine une réunion sur la préparation de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques. Je préside moi-même le comité tous les mois d'ensemble de mes directeurs. Je réunis sans cesse préfets et demain les élus locaux qui seront concernés. On peut dire que les Jeux olympiques et la Coupe du monde de rugby prend un bon tiers de mon temps de ministre de l'Intérieur. Et organiser les Jeux olympiques et mobiliser 30 000 policiers et gendarmes par jour, évidemment, c'est un défi que la France n'a jamais mis en place. Pour la seule Île-de-France, la préfecture de police va définir manifestement, selon les jours, bien évidemment, entre 12 000 et 45 000 forces de l'ordre, avec un point d'orgue qui est la cérémonie d'ouverture, on y reviendra, qui se tiendra, comme vous le savez, pour la première fois en dehors d'un stade dans l'histoire des Jeux olympiques. Et comme on aime bien les difficultés, sur la Seine, avec 600 000 spectateurs, nous y reviendrons. On va donc imaginer un certain nombre de scénarios de sécurité, à commencer par celui des transports en commun. Il y aura en Île-de-France, et notamment dans la première couronne et la ville de Paris, 700 patrouilles au moment où nous parlerons. À chaque fois que nous parlerons, il y aura au moins 700 patrouilles de policiers et de gendarmes, c'est-à-dire que la saturation de l'espace public par les forces de l'ordre sera, je crois, visible à l'œil nu. La réussite de la sécurité au transport en commun est évidemment un exemple, mais c'est un exemple marquant pour vous dire qu'évidemment, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans le stade ou aux abords du stade, mais de l'interland de la sécurité, on pourrait l'appeler comme ça, des Jeux olympiques. Alors, comment le ministre de l'Intérieur arrive à mobiliser 30 000 policiers et gendarmes par jour? Je rappelle qu'il y a 250 000 policiers et gendarmes tout confondus au moment où nous parlons, avec évidemment des gens qui sont en congé, des gens qui sont absents, des gens qui sont en formation, des gens qui ne peuvent pas aller sur le terrain, des gens qui sont... Donc on va dire que la base des policiers et des gendarmes mobilisables, c'est en fait 140 000, 150 000 personnes sur les 250 000 avant la LOPMI. Et donc, pour avoir 30 000 policiers et gendarmes par jour mobilisés, sans compter qu'évidemment la France va continuer à vivre, il y aura toujours des appels 17, des feux, des actes de délinquance malheureusement, des manifestations, parfois même des manifestations culturelles, sportives ailleurs. On entend qu'il y aurait plus de 3000 clubs, par exemple, Jeux olympiques dans chacune des communes de France, pour que chacun puisse regarder sur un écran géant de la place du village les Jeux olympiques. Bon, bref, la France va continuer à vivre indépendamment de ces Jeux olympiques. Il faut donc qu'on garde une grande politique de sécurité partout ailleurs et qu'on la concentre sur les 20 sites, les 20 départements qui connaissent l'arrivée des Jeux olympiques. Et je vous fais grâce de la flamme qui va traverser évidemment tout notre pays, qui connaît évidemment la même sécurité. D'abord, j'ai pris une décision qui n'est pas législative, donc je ne vous embête pas avec ça, c'est pour ça que je n'étais pas dans la LOPMI. Je mets fin, le temps des Jeux olympiques et le temps de la Coupe du monde de rugby, à la zone entre police et gendarmerie.
rien n'empêche un policier et un gendarme d'aller dans la zone de compétence naturelle de l'autre. Il n'y a pas de frontière comme une police municipale ne pourrait pas aller dans une autre commune. C'est tellement vrai que vous voyez des gendarmes mobiles venir dans la zone police lorsqu'on a besoin d'eux, ou que de temps en temps des PSIG vont, c'était le cas d'un événement au stade de Nice et de Marseille, soutenir leurs collègues policiers. Mais j'ai dit aux deux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie que je ne voulais pas entendre parler de zone de compétence pour que nous puissions utiliser mentalement et physiquement l'intégralité des ressources policières et gendarmesques pour les concentrer là où on a besoin d'eux, c'est-à-dire où il y a des événements, et singulièrement en Île-de-France, mais pas que en Île-de-France. Donc il n'y aura plus de zone de compétence police et gendarmerie. Ça peut s'exprimer de deux manières. Soit parce que nous enverrons des gendarmes en zone police, on pourrait tout à fait imaginer, c'est le scénario sur lequel nous travaillons, qu'on donne par exemple des missions aux gendarmes en zone police, tenir une gare par exemple, tenir un réseau de transport. Donc l'idée c'est d'avoir une unité de commandement, de dire, je prends l'exemple de la gare de Saint-Denis, évidemment les arbitrages ne sont pas faits, que le maire de Saint-Denis ne soit pas étonné que je parle de sa commune, mais chacun comprend pourquoi j'en parle, devant la difficulté parfois de tenir les événements, plusieurs événements sportifs en même temps, à Saint-Denis par exemple, pour imaginer que les gendarmes soient responsables de la gare de Saint-Denis intégralement et de son réseau de transport qui l'amène, et que les policiers soient eux responsables des rues du centre-ville et de l'accès direct au stade. Donc on pourrait imaginer des zones dans la zone afin qu'une mission égale un chef égale un résultat. Et je reparlerai tout à l'heure de l'objectif de zéro délinquance que j'ai donné aux forces de l'ordre et notamment comment on peut y arriver. Deuxièmement, on peut aussi imaginer qu'on utilise des policiers qui sont dans des territoires de province, qui pourraient être envoyés dans des zones police pour être renforcés, et que les gendarmes les remplacent le temps de la compétition. Si nous sommes dans le Calvados, j'ai pris cet exemple plusieurs fois, il n'y a pas d'annonce particulière pour les policiers et les gendarmes du Calvados, mais on pourrait imaginer qu'une grande partie du commissariat de Caen et de Lisieux puisse être affectée en Île-de-France pendant ce mois de compétition, et qu'on demande aux gendarmes de prendre la zone des communes non directement concernées par la ville capitale préfectorale, par exemple Caen, et que les communes autour de Caen soient, le temps de la compétition, elles, gérées par la gendarmerie. En tout cas, l'idée principale de cette manœuvre, c'est d'oublier les compétences police et gendarmerie. Encore une fois, aucune disposition législative n'est nécessaire. Il s'agit simplement de soulever des barrières mentales dont vous savez qu'elles sont parfois très, très importantes. J'ai demandé à tous les préfets de me rendre pour la fin de ce mois. Une première, et quelques-uns me les ont déjà rendus, première proposition de sécurisation des lieux d'entraînement, parce que ces athlètes vont s'entraîner, des spectateurs vont aller les voir. Quand il s'agit de compétitions, d'équipes qui sont très sensibles, je vais parler de l'État d'Israël, par exemple, une protection, évidemment. Donc les lieux d'entraînement, les fan zones que vont créer au fur et à mesure les communes, bien sûr, les diverses occupations autour de chacune et de chacun des équipes, des compétiteurs, va faire naître de l'engouement. J'ai donc demandé au préfet de me première définition, le plus important étant bien sûr le préfet de police, des zones sensibles et des lieux qui va les concerner avec les moyens qu'ils demandent. Et je leur demanderai une carte à chacune et à chacun d'entre eux que je challengerai personnellement pour savoir justement quelle est leur proposition de répartition de un chef, une mission, un endroit, qui garde la gare de Châteauroux, puisqu'il y a des épreuves à Châteauroux, qui s'occupe de la sécurité publique en général dans la ville de Châteauroux et qui s'occupe en particulier des événements autour des Jeux Olympiques à Châteauroux. C'est voilà un département qui peut permettre, par exemple, de donner aux gendarmes qui sont assez puissants, si j'ose dire, en nombre d'effectifs dans la région, puisqu'il faut aussi loger ces personnes, il faut évidemment qu'ils puissent rencontrer leur famille, qu'ils puissent déjeuner, enfin, tout un tas de problèmes évidemment extrêmement pratiques qui viennent avec leur matériel. On peut imaginer un certain nombre de libertés avec ces zones pour correspondre à ce moment qui va nous permettre de maximiser la présence sur la voie publique. Le deuxième sujet, c'est évidemment d'utiliser les élèves des écoles de police et de gendarmerie. Ils seront 7000 au moment des Jeux Olympiques. 7000 parce que vous avez accordé dans la LOTMI le fait que j'en crée 3000 dans la police et 3000 dans la gendarmerie les 2 premières années budgétaires. Donc en fait, on a 2 fois plus d'élèves l'année prochaine et l'année d'après dans les écoles de police et de gendarmerie. Et après les 8 mois de formation, puisque je rappelle que lorsque je suis arrivé ministre de l'Intérieur, les policiers et gendarmes faisaient 8 mois de formation, désormais ils en font 12. Donc les 7000, parce que j'anticipe une question, seront-ils assez formés, seront formés comme les anciens, si j'ose dire, ils n'auront pas passé le bloc OPJ, mais ce n'est pas extrêmement grave à ce moment-là, et seront utilisés pour des
de la présence qui n'est pas la même que celle d'une police d'intervention, mais pourra aider les agents de sécurité privée là où ils seront défaillants, pourra accompagner les personnes autour des stades, pourra aider évidemment à renseigner, notamment dans les appels 17 ou en lien avec les pompiers. Donc il y a 7000 élèves de police et de gendarmerie que je peux mobiliser en plus, qu'on ne fait pas d'habitude. Et nous porterons à 8500 le nombre de réservistes par mobilisation, si j'ose dire, que nous pourrons faire avec des crédits qui ont une forte augmentation de la gendarmerie nationale, qui sait faire ce genre de mobilisation. C'est à peu près 7000 pour les gendarmes. Et la police nationale, vous avez accepté la création de sa réserve dans la loi sécurité globale. On sera autour de 1500 policiers citoyens, on va les appeler comme ça, qui seront mobilisés pour les Jeux olympiques. Évidemment, pour nous, l'important et la manœuvre, c'est aussi l'annulation ou le report de tous les événements en France qui demandent des unités de force mobile ou qui demandent voilà, la présence très forte de nombre de policiers. On pense à des grands festivals culturels qui ont lieu pendant l'été. On pense à de grands événements sportifs qui méritent d'être sans doute un peu décalés et qui parfois parcourent la France à vélo, par exemple. Il y a des grands concerts, un certain nombre de grands événements. On pense à la braderie de Lille, si je parle de ma région, où il ne s'agit pas de les interdire, mais de pouvoir les reporter dans le temps, en lien évidemment avec les élus, bien sûr. Nous avons ce travail en ce moment même, ne serait-ce que pour que les programmations culturelles puissent être en cohérence avec l'argent dépensé. Je ne dis pas qu'il faut annuler absolument tous les événements, mais en tout cas un certain nombre d'entre eux qui nous permettent évidemment de mobiliser les forces pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Ce qui me permet de dire aux élus d'ailleurs qu'il n'y aura pas de CRS des plages cette année-là. Je suis celui qui a maintenu les CRS des plages puisqu'il était prévu de les supprimer. Donc je suis très attaché à leur présence sur les plages de France. Mais j'ai déjà prévenu les élus qu'il y aurait les forces de police, bien sûr, et de gendarmerie, mais qu'il n'y aurait pas de CRS des plages en 2024 puisqu'ils seront mobilisés. CRS des plages, ce n'est rien d'autre que des CRS qui font leur travail de CRS, si je veux dire, le reste de l'année et qui sécurisent les plages pendant la période estivale, louant aussi un lien police-population. Mais il est certain que nous ne pourrons pas le faire, puisque si nous regardons littéralement ce qu'il nous faudrait en UFM, ce serait 300 UFM, c'est-à-dire à peu près 2 fois plus que ce que nous allons créer après la LOTPI. Donc comme c'est strictement impossible, on aura l'occasion d'expliquer comment j'arrive à mes 300 UFM sans les créer. Mais ça veut dire que voilà, il y a des certain nombre d'événements comme ça qu'on utilise d'été et qui ne sont pas là en 2024. Chacun le comprendra. J'ai déjà annoncé aux policiers et aux gendarmes que, sauf très rares exceptions, ils n'auront pas de congé pendant le mois de juin-juillet, début août. On les annonce dès maintenant. Et ça vaut pour le gardien de la paix comme jusqu'au ministre de l'Intérieur, bien évidemment, et donc à tous les étages des états-majors. Voilà, j'ai moi-même rappelé ce matin, d'ailleurs, à mes directeurs que le chef, c'était celui qui montrait l'exemple. Et donc, hors exception, qui peut se comprendre pour des raisons d'accompagnement social ou de maladie particulier, il ne peut pas y avoir de congé pendant ces périodes au ministère de l'Intérieur, ce qui va nous permettre d'avoir évidemment beaucoup plus de présence de voie publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de congé du tout, hein, ça veut dire qu'ils seront juste décalés et qu'on partira soit avant, soit après ces événements. Et évidemment, l'intégralité des états-majors, je pense à la DGSI pour le terrorisme, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, à la DGGN et à la DGPN, comme à l'APP, d'hyper-présence bien en amont. Et bien sûr, nous avons besoin, vous le savez, de 25 000 agents de sécurité privée pour pouvoir être au rendez-vous de ce grand événement. Alors, si je prends l'exemple d'un endroit particulier, qui est sans doute le plus difficile, hein, le défi le plus important, c'est celui de la cérémonie d'ouverture, qui a lieu donc le 26 juillet 2024, au cœur de l'été, où nous devons assurer la sécurité à Paris de 100 000 spectateurs qui paieront des billets pour aller dans les quais bas, c'est-à-dire les quais en bas de la Seine, où il y aura des facilities, comme on dit également en ch'timi, donc c'est-à-dire des endroits où on peut se restaurer. Donc il y a aussi toute une question autour de la sécurité incendie, où évidemment des gens vont faire des malaises, il y aura évidemment un certain nombre de difficultés personnelles, on est près de l'eau, donc il y a une brigade fluviale, enfin bref, vous voyez bien ce que c'est que organiser des guinguettes, mais vous l'imaginez, il y a le canal de Tourcoing, mais là c'est le canal de Paris, donc c'est un peu plus grand, un petit peu plus grand, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus grand, avec 100 000 spectateurs payants qui vont payer des billets d'ailleurs assez chers, donc ils vont vouloir une expérience client, comme on dit, très importante. La sécurité en fait évidemment partie. Sur les points hauts, c'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie des quais-bas, de cette tautologie, c'est 500 000 personnes qui pourront regarder ce qui se passe sur la Seine, puisque le principe de la cérémonie d'ouverture, c'est que sur des barges, sur des bateaux, les équipes
entrecoupé, si je l'ai bien compris, mais la programmation culturelle du comité d'organisation n'est pas encore claire. Donc ça, c'est un peu le problème du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il organise, il sait à peu près ce qu'on va faire pour les Jeux Olympiques, mais j'ai compris qu'il y aura peut-être un feu d'artifice à la Tour Eiffel, mais c'est pas certain. Bon, il faut sécuriser un feu d'artifice, voilà, il y aura du monde, pas évident. J'ai compris qu'il y aurait peut-être des concerts en même temps. J'ai compris aussi qu'il y aurait peut-être des bateaux avec peut-être aussi des concerts dessus. Donc je vous avoue que parfois je demande un peu le cahier des charges qu'on va me donner. Bon, mais donc voilà, pour l'instant j'ai compris qu'il y avait surtout des bateaux avec des équipes qui se présentaient aux spectateurs. Et donc les gens vont regarder, et peut-être même ils vont regarder avec des fan zones, soit directement près de la Seine, avec des écrans géants, soit un peu en recul, dans d'autres coins de Paris. Là, j'attends un petit retour effectivement de la mairie de Paris aussi et du comité d'organisation, voire dans toute la France, en banlieue bien sûr, et dans toute la France. Et il faut protéger ces fan zones, parce qu'il ne s'agirait pas que tout soit très protégé à Paris et que ce soit qu'un attentat ait lieu dans une fan zone dans le Val d'Oise ou que des actes de délinquance très graves aient lieu dans le nord de la France ou dans le sud. Donc en tout cas, si je regarde juste la cérémonie d'ouverture stricto sensu, nous sommes à 100 000 en bas, 500 000 spectateurs en haut. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 personnes dans l'hypercentre de Paris, le long de la Seine, avec d'énormes problèmes d'ordre public si jamais les choses se passaient évidemment mal, puisque chacun va constater que, voilà, en amont et en aval, nous avons d'énormes endroits, ça va être absolument magnifique, bien évidemment, qui vont être un rendez-vous avec des endroits pas très faciles à sécuriser en tant que tels, des ponts et des passerelles, des quais, pour ceux qui connaissent les quais de Seine, je pense que tout le monde les connaît ici, voilà, qui parfois sont larges, parfois sont plus étroits, avec évidemment une île, ou deux îles même plutôt en plein milieu, qu'il faut sécuriser, des gens qui habitent, qui vont vouloir rentrer chez eux. Une personne peut faire une crise cardiaque dans ses habitations, comment on y accède, voilà. Et puis la tribune officielle qui est donc au pied de la Tour Eiffel, avec une très grande proportion de chefs d'État qui demandent aussi un certain nombre de sécurité, de transport, de voyage, bien évidemment. Donc c'est évidemment pour nous un grand défi que cette cérémonie d'ouverture. Nous y travaillons beaucoup avec notamment le préfet de police que j'ai chargé directement de ce sujet, en lien avec la mairie de Paris, bien sûr, et le comité d'organisation. C'est-à-dire que ce jour-là, il y aura 35 000 forces de l'ordre à Paris. Donc vous voyez de quoi on est en train de parler. Et nous souhaitons, alors je dis nous souhaitons parce que pour l'instant ce n'est pas encore totalement finalisé, mais je suis sûr qu'on trouvera un gentleman agreement, c'est la billetterie gratuite, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'est pas prévu que les gens qui vont dans le quai haut, les 500 000, puissent être comptés, puisque spontanément les gens pourraient venir. Et voilà, ne serait-ce que pour... c'est un ERP en scène vivante, ces personnes. Nous souhaitons qu'il y ait une billetterie, c'est l'ouvert, pardon, une billetterie gratuite obligatoire pour qu'on puisse compter ces personnes, bien évidemment, les répartir un peu partout en imaginant des zones de répartition. On pourrait tout à fait imaginer un site internet ou des endroits en lien avec les mairies, par exemple, qui permettent de distribuer cette billetterie gratuite. C'est juste pour que les gens puissent se répartir avec des plans, des numéros de téléphone, des endroits évidemment pour se retrouver, puis qu'on puisse assurer cette sécurité, sachant qu'on ne peut pas accéder au quai bas sans passer par les quais hauts. Donc les organisateurs, on aura l'occasion de parler de qui est responsable de quoi, les organisateurs, ils doivent pouvoir à la fois laisser passer des spectateurs qui vont avoir une expérience gratuite, ceux des 500 000 en hauteur, voire choisir d'aller dans les concerts mis en place par l'organisateur et la ville de Paris, soit rentrer chez eux, ce qui est tout à fait légitime quand on habitera Paris à ce moment-là, ou aller dans les quais bas, pour lesquels on aura payé parfois quelques milliers d'euros un billet. Et donc il s'agira de distinguer, sans mauvaise organisation, ce point de vue. Ce sera évidemment concentré d'ailleurs en quelques heures. On peut imaginer que les gens arrivent très tôt d'ailleurs sur ce site et qu'il faudra... la sécurité, ce n'est pas que la sécurité au sens délinquance du terme, c'est aussi une sécurité civile. Il faudra accompagner toutes ces personnes qui auront besoin de facilité pour aller aux toilettes, qui auront des bobos, bien évidemment, des enfants, des personnes plus âgées, des personnes qui ne parlent pas tous français. Et je regrette que tous les policiers de France ne parlent pas japonais et anglais et chinois, mais voilà, il va falloir aussi qu'on soit assez malin pour d'abord former une partie des personnes, correspondre, que chacun ait une offre de service public, évidemment, sur le territoire national. On doit bien sûr mobiliser ce jour-là 3000 agents de sécurité privée. Et ce n'est pas une insulte que de dire qu'il n'y a pas aujourd'hui assez d'agents de sécurité privés, puisque par ailleurs nous avons, et je crois bien fait tous ensemble, augmenté les critères de sécurité des agents de sécurité.
On aura l'occasion d'en reparler, mais il y a évidemment une gageure ici. Les polices municipales, évidemment, sont associées. Elles ne sont pas responsables de ce qui se passe en termes de sécurité, mais enfin, elles sont associées. Moi, je salue l'objectif de la maire de Paris d'aller vers 3000 recrutements de sa police municipale à l'horizon 2024. Je sais que le préfet de police y travaille avec elle, mais c'est sûr que moins il y aura de policiers municipaux, plus il faudra d'agents de sécurité privés, moins il y aura d'agents de sécurité privés, plus ça prendra sur la police et la gendarmerie. Et ce n'est pas le travail de l'armée que de le faire. J'ai parfois entendu dire qu'on n'a qu'à envoyer l'armée, mais l'armée, ce n'est pas son travail de faire ce travail-là. Elle ne sait pas le faire. L'armée va nous aider sur plein de sujets, mais pas sur celui-ci. Il faut donc que chacun fasse sa part du métier. Agents de sécurité privée, police municipale, mais surtout État, comme vous l'avez constaté. Dans tout cela, la cérémonie d'ouverture, mais dans le reste de la compétition, mais singulièrement la cérémonie d'ouverture, il y a la lutte anti-drone, dont je rappelle qu'elle est placée sous l'autorité du ministre des Armées et du gouverneur militaire de Paris. Alors nous, notre boulot au ministère de l'Intérieur, ce sera d'analyser la vulnérabilité des sites, et notamment au sein de la préfecture de police et de la direction générale de la sécurité intérieure. On pourra parler de la menace terroriste particulièrement, mais la police de l'air, s'il l'a souhaité le législateur, c'est le ministre des Armées. On va d'ailleurs se réunir une nouvelle fois avec le ministre des Armées pour continuer à avoir les moyens que nous mettons à disposition, bien sûr, pour lutter contre cette menace drone. Alors, ça, c'est évidemment les sujets d'organisation. Et il y a le sujet concomitant qui est celui de la zéro délinquance sur l'ensemble des sites, mais surtout sur l'ensemble des lieux, des communes qui accueillent la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. Et donc, ce que j'ai demandé, c'est qu'à partir de cet hiver, nous mettions en place dans chacune des préfectures, mais singulièrement à la préfecture de police à Paris, et en Seine-Saint-Denis notamment, mais pas que, tous les départements sont concernés, des opérations antidélinquance grandeur nature pour, dès maintenant, démanteler la délinquance des sites que nous pouvons connaître, y compris dans un hinterland très large. Pour moi, l'interland de Saint-Denis, c'est la Seine-Saint-Denis. Donc toute la Seine-Saint-Denis est concernée. Et donc nous allons, là aussi je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais lancer 5500 opérations antidélinquance à partir donc dans les jours qui viennent. Les premières arrivent, pour tout vous dire, la semaine prochaine à Paris, dont 3500 en Ile-de-France. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de pouvoir harceler, nettoyer, il n'y a pas d'autre mot, la délinquance par tous les moyens que nous pouvons mettre en place. Bien sûr, une présence très très forte de la police et de la gendarmerie dans la lutte contre les points de deal, les vols de véhicules, les vols d'appropriation, comme on dit dans la police nationale, mais aussi utiliser la police administrative. Et on sait tous que pour ceux qui ont dirigé des exécutifs locaux, notamment des mairies, on met du temps à faire fermer des sites par la police administrative parce qu'on n'utilise pas toujours l'ensemble des moyens de contrôle. Et surtout, quand on les obtient, il y a des recours, l'autorité préfectorale met du temps, le maire met du temps à signer. Bref, ça met quelques mois avant d'arriver à la fermeture de tel commerce qui ne respectait aucune règle, de tel autre qui vendait des choses interdites, d'un logement insalubre dont on sait qu'il était le nourricière d'une drogue, d'un urbanisme qui était mal organisé. Et donc, j'ai demandé à chacun des préfets d'utiliser les contrôles vétérinaires, les contrôles du ministère des comptes publics, à commencer par la direction générale des finances publiques qui s'y prête, et je vous remercie, des sujets que peuvent faire évidemment les systèmes comme l'ACOS, et puis bien sûr le travail de police du maire, donc particulièrement on en parle avec monsieur le maire de Saint-Denis, mais on va parler avec tous les maires que je recevrai individuellement, de comment on utilise le pouvoir d'urbanisme, comme on l'a fait d'ailleurs dans la fermeture d'un certain nombre de lieux de culte pour d'autres raisons, quand on n'arrive pas à l'obtenir dans le temps de la police judiciaire, parce que évidemment tout ça est un peu long parfois, et que là il ne s'agit pas de traîner en longueur. Donc ces opérations antidélinquance doivent mener au fait que, bien en amont de la Coupe du monde de rugby, mais surtout bien en amont des Jeux olympiques, si je regarde les Jeux olympiques, on a 1 an et demi de harcèlement, de nettoyage de chacun de ces endroits pour que l'ensemble des spectateurs, mais aussi des habitants, ce sera un héritage des Jeux olympiques, si j'ose dire. Si on arrive à rendre comme héritage qu'on a baissé extrêmement fortement la délinquance dans les territoires qui accueillent, dans les départements qui accueillent les Jeux olympiques, on aura été au rendez-vous. Je voudrais ici souligner le fait qu'on met des moyens exceptionnels en vidéoprotection. Je parle de vidéoprotection telle que nous les connaissons aujourd'hui. Il y a des villes avec lesquelles on arrive à extrêmement bien travailler. Je crois que la ville de Paris, qui demande depuis très longtemps que l'État, puisque c'est l'État qui en est responsable lorsqu'il la concerne, c'est-à-dire la préfecture de police, comme la Seine-Saint-Denis, notamment la ville de Saint-Denis, va avoir des augmentations du nombre de caméras qu'ils n'ont jamais connues. Ce serait au minimum 400 caméras
pour la ville de Paris en 2024. Et c'est 500 caméras pour la seule ville de Saint-Denis et les 3 communes limitrophes. J'ai débloqué moi-même d'ailleurs 1 million d'euros rien que pour la ville de Saint-Denis en crédit FIPD. J'ai eu un échange encore avec monsieur le maire de Marseille hier qui, et je le remercie puisque ce n'était pas sa politique municipale, accepte de mettre des caméras de vidéoprotection en grand nombre, 330 d'ici l'année prochaine à Marseille. Je dois vous avouer que j'ai parfois un succès relatif avec certains élus. Et je regarde le président de la commission des lois qui est là. Je ne peux pas. C'est un problème qu'a le ministre de l'Intérieur, imposer au maire, sauf à Paris, puisque Paris, c'est une compétence de la préfecture de police, la compétence qui lui est propre, qui est celle, avec son conseil municipal, d'installer des caméras de vidéoprotection, puisque le législateur l'a voulu. Je soumets ça à votre sagacité, puisque là, quand on accueille les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, au bout d'un moment, je le dis devant votre commission, parce que je viens m'expliquer de ce qui s'est passé au Stade de France, il y a des moments où on est un peu bloqué devant la compétence. Mais en même temps, je respecte évidemment l'article 72 de la Constitution tel que le législateur l'a voulu créer. En tout cas, pour Paris, pour Marseille, pour la Seine-Saint-Denis en général, je peux vous avouer que quels que soient les bords politiques des élus, nous le faisons, je crois, en bonne intelligence. Et s'il faut rajouter des moyens, d'ailleurs, nous les rajouterons. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, monsieur le sénateur. Je veux évidemment dire qu'on a par ailleurs un gros sujet de renforcement de la motivation ou en tout cas de l'ouverture à l'embauche par les entreprises de sécurité privée qui ont fait une première étape, je trouve, positive en acceptant l'augmentation des rémunérations de leurs salariés. Ça, c'était un point très important. Vous avez vu qu'il y avait un blocage particulier. On aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. En tout cas, les pôles emploi, les préfectures et notamment monsieur le préfet de la région Île-de-France, particulièrement mobilisés pour appeler un par un, c'est ce qui se passe en ce moment même, toutes les personnes qui cherchent un emploi et qui peuvent en trouver un très facilement dans la sécurité privée. L'État paye la formation, ce qu'on ne fait évidemment dans aucun autre métier pour Pôle emploi. La lutte contre le terrorisme, évidemment, pour nous, c'est une menace extrêmement présente. Si quelqu'un veut frapper notre sol, c'est peut-être mieux pour lui de le faire devant 4 milliards de téléspectateurs. Donc, évidemment, c'est la menace qui est déjà très élevée, sera très, très élevée pour la communion de rugby et très, très, très élevée pour les Jeux Olympiques. Cette menace, elle peut prendre diverses, évidemment, formes. Ça peut être le commando armé tel que nous l'avons connu au Bataclan. Ça peut être évidemment la menace endogène, la personne qui prend un couteau et qui passe lui-même à l'acte. Ça peut être des personnes connues, des personnes inconnues. Je vous rappelle que d'ailleurs, parmi les attentats, 90% des attentats que nous avons connus dans les 10 derniers n'étaient pas connus des services de renseignement. Donc ça pose évidemment une question de suivi. Mais il y a quand même des gens que nous connaissons. Et donc j'ai demandé au directeur général de la sécurité intérieure de mobiliser l'intégralité des effectifs de la DGSI, y compris ceux qui font autre chose d'habitude que de la lutte contre le terrorisme. La DGSI fait plein de choses, elle fait du contre-espionnage, de mobiliser, évidemment, pendant cette période très précise, ces agents sur le suivi. Alors, il y a les suivis des personnes que nous connaissons comme étant radicalisées ou comme étant dangereuses, que ce soit islamistes, ultra-droite ou ultra-gauche. Malheureusement, la menace est très, très large. Soit, évidemment, par des outils administratifs ou judiciaires. On a eu ce débat 150 fois sur les MICAS, par exemple. Mais aussi pour être très fort en renseignement, bien en amont, pour pouvoir judiciariser à quelque temps de ces événements, pour pouvoir mieux maîtriser les personnes qui sont les plus dangereuses sur le sol national. Nous avons énormément, évidemment, de besoins de détection et d'exploitation de données. On aura l'occasion d'en reparler. Ce qui est certain, c'est que nous devons absolument travailler pas simplement avec la DGSI, mais l'ensemble des services de renseignement, avec les autres ministères, la DGSE qui dépend du ministre des Armées, par exemple, ou Tracfin qui dépend du ministre des Comptes publics. J'ai demandé que la DGSI, avec les services de renseignement, élabore une doctrine spécifique de lutte contre le terrorisme. On aura l'occasion d'en reparler, si vous le souhaitez, peut-être dans un cadre un peu moins public ou un peu différent. Voilà ce que je veux dire en quelques mots, messieurs les présidents. Vous aurez compris que c'est un défi très, très important. Je veux dire que dans le rapport que vous avez commis et fait voter sur les 15 de mémoire propositions, il y en a une que nous n'avons pas suivie, mais je m'en suis expliqué lorsqu'on s'était vu, c'était sur la DIGES et la DIJOP, mais que les 14 autres, je suis en mesure de vous les documenter, sont suivies, soit parce qu'elles sont suivies au sens où c'est fait, dans la LOPMI ou en dehors de la LOPMI, soit parce qu'elles seront suivies demain, puisqu'il y aura une loi Jeux Olympiques, et donc des mesures sont en ce moment en discussion, mais j'imagine qu'il y aura des questions, et notamment des mesures de sécurité, de grands événements, bien évidemment. Soit il s'agit de mesures de doctrine, ce que j'ai déjà mis en place avec le nouveau préfet de police en ce qui concerne les événements. Je pense que
ce qui devrait nous intéresser quand même, c'est quand même la non-comparaison, malgré tout, entre le football et le reste des sports. Je prends un exemple qui va aussi aux Parisiens pour ce soir, mais Maccabi Haïfa PSG, c'est 10 unités de force mobile plus la CRS 8 pour un match. J'ai connu il y a 3 semaines un match de National 2 à Versailles avec 3 unités de force mobile. Voilà ce que fait le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Il met 3 unités de CRS pour un match de National 2. J'ai été arbitre de football dans des coins de la banlieue parisienne il y a 15 ans. Je ne suis pas tout à fait certain que c'était, même s'il y avait de la violence, pareil. Et je ne connais ça malheureusement que dans le football. On pourrait multiplier les exemples. C'est évidemment le match de Nice qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps, le match de Marseille. Donc voilà, donc je crois que les instances du football réfléchissent aujourd'hui avec la ministre des Sports à ce qu'on peut faire pour améliorer le supporterisme. Voilà, il faut qu'on le fasse bien évidemment. Je veux juste soumettre à votre sagacité que pour un match au Parc des Princes, dont on connaît tous à la fois la sécurisation et l'habitude, c'est 10 unités de force mobile pour un seul match. Mais fort heureusement, si j'ose dire, tous les matchs, tous les moments de sport des Jeux Olympiques ne correspondent pas à des matchs de football de haut niveau tels que nous les connaissons. Donc la comparaison ne vaut pas toujours raison. Bien, merci Monsieur le Ministre pour ces informations déjà très précises. J'indique à mes collègues que nous devons terminer à 18h précise, puisqu'il y a une autre réunion qui se suit à 18h. Nous allons vous passer avec le président Buffet la parole. Je voudrais juste commencer par une première question, Monsieur le ministre. Dans son livre paru récemment, Didier Lallemand dit, je le cite, « Pour le moment, j'observe que les JO se préparent comme la finale du Stade de France. L'interrogation reste la même, qui est responsable, qui fait quoi ?» Alors pour être très honnête, son interview, je crois, date de fin juillet. Donc entre fin juillet et aujourd'hui, les choses ont probablement évolué. Mais ma question sera simple. Est-ce que la chaîne de commandement, sous votre autorité, mais est-ce que la chaîne de commandement a été précisée, notamment entre préfet de police et DIGES, DIJOP, parce qu'on sait que c'est une des difficultés rencontrées lors de la finale de la Champions League. Et est-ce que le rôle des préfets de département a également été précisé? Vous citez les grands auteurs, Monsieur le Président. J'en suis heureux. Le préfet de police allemand a raison de dire que, et je pense que vous l'avez souligné vous-même, que le no man's land du grand événement fait que, quoi qu'il arrive, de toute façon, on se retourne vers l'État. Même si ce n'est pas une compétence en tant que telle de l'État, soit parce qu'il aurait dû mettre l'épée dans les reins au moment de la compétition, soit parce qu'il a mal géré ensuite. Ce qui est sûr, c'est que ce problème ne se pose pas pour la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques, puisque j'ai une lettre du Premier ministre Valls, encore une fois, de 2016, qui me nomme comme coordonnateur suprême. C'est lui-même qui a écrit suprême, donc ça m'impressionne beaucoup, pour l'organisation de la sécurité de ces grands événements, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques. Donc on sait qui est le responsable d'un point de vue de la sécurité de la voie publique et d'un point de vue de la sécurité d'ordre public. Ensuite, il est certain que ce qui se passe en organisation, au sens quand vous êtes dans un stade avec votre billet pour entrer dans la compétition, c'est le comité olympique. Donc il faut bien distinguer les choses, mais ce n'est pas le même type de sécurité en tant que tel. Notamment, se pose la question de la billetterie. Bon, voilà, je le regarde, évidemment, ça m'intéresse, mais c'est un sujet de compétence de l'organisateur. C'est-à-dire c'est lui qui touche l'argent, tout simplement. Après, on a un dernier sujet à comprendre. Je l'ai évoqué en termes diplomatiques, parce que j'ai des relations, je crois, franches et cordiales avec Madame la maire de Paris. C'est qui est responsable de l'ensemble des zones de la cérémonie d'ouverture. Et notamment, si on comprend qui est responsable des kebabs, puisqu'il y a un organisateur qui touche d'ailleurs de l'argent, puisqu'il y a des billets, personne n'est pour l'instant, a priori, responsable des KO, c'est-à-dire ces spectateurs gratuits. Et est-ce que c'est un ERP à ciel ouvert, au sens littéral du terme, à laquelle l'État donne une autorisation, ou est-ce qu'on part du principe que c'est par nature l'État, puisque en plus on est à Paris, c'est-à-dire sous l'autorité du préfet de police et pas de n'importe quelle maire, si vous me permettez cette expression. Et là, moi je plaide pour deux choses. Je plaide pour que, un, ce soit évidemment une billetterie gratuite, et que deux, par facilité, ce soit l'État qui soit responsable. Mais si l'État est responsable de la sécurité, il est responsable de l'organisation. C'est-à-dire qu'on peut, si on a envie de mettre des écrans géants ici, ouvrir une voirie là, faire tel type de facilities, ce sera l'État qui décidera, et pas la ville de Paris. Donc je crois qu'on est en discussion, pour tout vous dire, avec la maire de Paris. On va terminer ça dans les prochains jours. On n'est pas non plus en perte de vitesse. Je pense qu'on prépare bien les Jeux Olympiques de Paris avec sérieux. C'est des questions, vous l'avez vu, immenses qui se posent à nous.
d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on se sera mis, et je pense qu'il faudra l'écrire avec la Ville de Paris et le comité d'organisation qui est responsable des KEO, qui est responsable de la cérémonie d'ouverture. En un mot, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, moi, je pense que comme à la fin, si ça se passe bien, tout le monde dira c'est formidable, l'organisateur a été très bon. Si ça se passe mal, tout le monde dira que fait le ministre de l'Intérieur. Je préfère avoir la responsabilité de me faire engueuler si je suis vraiment responsable. Parce que le pire, c'est de se faire engueuler quand on n'est pas responsable. Ça, c'est vraiment la pire des situations pour un responsable, quel qu'il soit. Donc, c'est la proposition qu'on a faite à la maire de Paris, en tout cas que le préfet de police a fait à la maire de Paris. On aura l'occasion d'en reparler. Je verrai Mme Hidalgo, à qui je vais solliciter un rendez-vous très, très prochainement, une fois que j'aurai eu les derniers rapports complets de l'ensemble des forces dans les départements et dont le préfet de police. Donc, pour répondre à votre question, c'est très différent de la finale de Ligue des Champions, au point près des KO de la cérémonie d'ouverture, mais qui est important et qu'on va régler. Merci, Monsieur le ministre. De la parole à Monsieur Loïc Hervé, puis à Monsieur Assouline ensuite. Et puis après, Madame Brigitte L'Herbier, puis Monsieur Claude Kern. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'avais une question qui, Monsieur le Ministre, boucle avec le début de votre intervention et les articulations avec le ministère de la Défense, enfin des Armées, sur notamment la question de l'opération Sentinelle. Le niveau de vigilance attentat est toujours très élevé dans notre pays. Il le sera a fortiori avec l'organisation des Jeux Olympiques. Dans le cadre évidemment de vos attributions et j'imagine aussi de la confidentialité d'un certain nombre de choses, mais que pouvez-vous nous dire de plus sur l'articulation qu'il y aura entre les services de sécurité intérieure et les forces qui dépendent des armées, et sur quelles missions, notamment, qui se rapprochent des missions d'ordre public, vous entendez que les armées soient associées? Merci. Monsieur Assouline. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, si on veut faire un lien, bon, on a eu une audition, vous aviez été vous avez développé en détail les choses au moment du bilan de ce qui s'était passé au Stade de France. Maintenant, on est en amont et on tire les leçons. Et on vous a à nouveau avec un exposé tout à fait important. Mais j'aimerais avoir vos réponses sur de où on est parti avec l'histoire du Stade de France. Il y avait un problème de coordination et de responsabilité. Vous n'avez répondu que partiellement. Vous dites que vous ne pouvez pas encore répondre, puis c'est une négociation. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous répondre sur le fait que la clarté absolue de qui décide quoi, indépendamment de la chaîne, il y a une personne qui décide. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Parce que ça commence par là, vu l'ampleur de ce qui est prévu. La deuxième chose, avait été discutée la doctrine de maintien de l'ordre dans des situations où il y a une foule en plus qui vient pour quelque chose de festif, et des incidents se produisent dans cette foule. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez quelle est la réponse des forces de l'ordre dans ce contexte, au vu de ce qui s'est passé au Stade de France et au vu de ce qui est attendu comme foule, comme masse là. Ensuite, avait été évoqué à ce moment-là quelque chose qui m'avait déjà interpellé. On s'était dit, c'est en milieu fermé et il y a eu des gros incidents. On va être dans quelque chose qui s'étale sur 6 km en bord de Seine. Et j'avais posé la question, quelle est votre évaluation de ceux qui vont venir, puisque c'est ouvert? On m'avait déjà dit 600 000. J'avais posé la question, sur quelle base vous prévoyez 600 000? Parce que quand il y a un des trucs qui ressemble, c'est il y a eu le jubilé de la reine, peut-être maintenant l'enterrement, c'est sur une grande étendue dans Londres, avec une foule immense qui vient et qui est gérée, et on dit que c'est 1,2 million. Donc j'insiste, parce qu'un des éléments clés sur le Stade de France, c'est l'anticipation. Et 600 000 et 1,2 million, c'est juste le double. Donc, non, mais c'est important parce que ce que vous continuez à réfléchir qu'on a un truc maîtrisé, comme si on a invité 600 000 personnes. En réalité, il y a 100 000 personnes qui sont invitées. Vous prévoyez qu'il y en a 500 000 de plus qui vont venir, mais voilà,
on a besoin de réponses sur quels sont les éléments plus précis, quel est le niveau de réactivité que vous aurez, y compris à l'instant T, si vos prévisions étaient mauvaises, parce que sinon, l'ensemble du système est problématique. Je finis en vous demandant, quelque chose de précis, parce que s'il y a 30 000 forces de l'ordre, 35 000, etc., mais c'est sur un mois. On a vécu un moment où des forces de l'ordre ont été mobilisées sur le long terme en situation de crise, notamment les crises des Gilets jaunes, etc. On a tous remarqué que l'utilisation sur un temps donné des forces de l'ordre tout le temps, il y avait un problème de fatigue, il y avait un problème de renouvellement. Qu'est-ce qui est anticipé pour prévenir ce problème? Merci beaucoup, chers collègues. Madame L'Herbier. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nombreux sites à protéger. Difficile de tout imaginer, ça c'est sûr. Mais les JO sont tellement une magnifique vitrine pour notre pays qu'il faut absolument que tout se passe à merveille. Alors vous avez parlé des transports en commun, donc le train, avion, métro, tout ça à Paris. Il y a vraiment il y a des lieux de haut risque dans les transports en commun. Alors j'aimerais attirer votre attention sur les problèmes pouvant arriver à la gare du Nord. La gare du Nord est surchargée continuellement. On constate tout le temps des retards de train, des trains annulés, etc. Des débordements peuvent provoquer des marées humaines, comme dans beaucoup d'autres gares, mais le problème de la gare du Nord, c'est qu'il va y avoir un flux de voyageurs extraordinaire en plus, puisqu'on aura les Eurostars, les Thalys en provenance du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne. Nombre de personnes en plus qui vont arriver dans ces gares pour assister aux épreuves ou pour faire du tourisme à cette occasion. Les chauffeurs de taxi, déjà aujourd'hui, nous alertent de la difficulté d'accéder justement à la gare du Nord et comme à d'autres gares. Le tout dans un milieu quand même où règne l'insécurité actuelle, de jour comme de nuit. Alors ce que je voudrais savoir, c'est comment se passent les concertations avec vos autres collègues ministres. Le ministre des Transports, il y a eu beaucoup de ministres des Transports qui ont essayé d'essayer de trouver à répondre à la problématique des voyageurs en surnombre. Le ministre des Transports actuel travaille-t-il en amont justement pour vous épauler dans ces préparatifs? Parce que je pense que le ministre de l'Intérieur, certes, a la responsabilité, mais vous parliez tout à l'heure de partage de responsabilité. Les autres ministres, j'aimerais bien savoir à quelle hauteur ils partagent aussi votre responsabilité en matière de préparation de ces Jeux Olympiques. Merci, Madame. Monsieur Claude Kern. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, merci, Monsieur le Ministre, pour cette présentation. Et je veux dire que nous attendons avec impatience la loi sur les JOP. Vous avez reparlé de la violence dans les stades. C'est vrai que ça demeure une préoccupation après les débordements qu'on a observés ces derniers mois. Et nous avons eu l'occasion d'auditionner récemment l'ambassadeur du Japon en France. Concernant la sécurité des Jeux de Tokyo, il nous a indiqué que les autorités avaient largement recouru à la reconnaissance faciale et il nous a conseillé de faire de même. Est-ce que la France est prête à employer des technologies qui ont fait leurs preuves au Japon ? Vous avez parlé des agents de sécurité privée, puisqu'il en faut 25 000. D'ailleurs, la Cour des comptes s'inquiète des fragilités structurelles du secteur de la sécurité privée et de leur impact sur les JO. On connaît les tensions qui pèsent sur cette profession. Comment envisagez-vous d'augmenter le nombre de recrutements dans ce secteur, notamment via la formation, afin de disposer du nombre d'agents nécessaires pour assurer la sécurité lors des JO. Et il est naturellement fondamental d'établir clairement le rôle et les responsabilités de chacun et d'organiser les flux importants. Nous avons également pu nous rendre compte, je ne reviens pas sur la cyber puisque vous en avez parlé et que c'est encore en gestation, mais
avec les événements au Stade de France, que la sécurisation de la billetterie, là je reviens, est un enjeu particulièrement important. Et nous avons en France des champions en la matière qui proposent une solution de billetterie sécurisée fonctionnant sur la blockchain. Je parlais de Tezos notamment, et qui correspond à la récente recommandation du délégué interministériel au jeu. Où en est votre réflexion sur ces solutions et le cas échéant, pouvez-vous nous garantir la participation de nos entreprises françaises particulièrement innovantes et compétitives à ce process? Et je ne vais pas embrayer sur la question des flux lors des transports puisque ça a été évoqué. Et on vous remercie. On va donner la parole au ministre avant de donner la parole à d'autres collègues ensuite. Bien. C'est gentil, merci à toi. Peut-être pour répondre à M. Hervé sur le ministère des Armées, on est en train d'y travailler, donc je m'en voudrais de pré-arbitrer, mais moi je ne suis pas pour que le ministère des Armées ou que les armées, en dehors de Sentinelle, parce que Sentinelle c'est une opération, si j'ose dire, classique de lutte contre le terrorisme, de prévention, et qui mérite évidemment d'être présente lors des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de rugby. Mais le travail du ministère des Armées et du ministre des Armées, ce n'est pas utiliser des militaires pour faire le travail des agents de sécurité privée ou des policiers ou des gendarmes. Donc ce n'est pas la demande du ministre de l'Intérieur. Mais les drones, c'est déjà un gros sujet. La surveillance aérienne de notre pays, c'est un énorme sujet. Vous parliez des flux, Madame la sénatrice, tout à l'heure, mais je pense au flux des aéroports, c'est aussi un sujet. Comment on accueille autant de personnes dans les aéroports, quand on sait comment parfois on les accueille, c'est aussi un sujet. Et il y a aussi peut-être, ici ou là, un certain nombre de sujets qui peuvent être militaires. Bon, j'ouvre une option et je mets du conditionnel pour ceux qui m'écoutent. Garder les bateaux en amont de la cérémonie, voilà, peut-être que ce genre de choses, ça peut être quelque chose qui peut se trouver dans un endroit militaire ou en lien avec des militaires, mais en tout cas, ça ne peut être, si je veux dire, que des choses comme cela. Je n'imagine pas, il faudra que le Sentinelle soit au maximum, évidemment, au moment de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques, mais je n'imagine pas de substitution par les armées. C'est pour ça qu'on vous a proposé une LOPMI. C'est pour avoir des effectifs qui correspondent, et d'ailleurs, merci en très grande majorité de nous les avoir octroyés et de l'avoir ainsi compris. Mais je pense que ça peut être très intéressant, notamment sur la lutte anti-drone. Hein. Je dis au président qu'on ait un jour une explication devant vous, parce que c'est la première fois, vous savez, à part l'Élysée et encore, et la place Beauvau, puisqu'on a la chance d'avoir des voisins sympathiques et qui ont de l'autorité, mais à part l'Élysée et la place Beauvau, il n'y a pas de couverture anti-drone de nos sites institutionnels ou de nos sites sensibles. Voilà, et donc nous découvrons, on a pour le coup des industriels qui travaillent très bien avec des fusils anti-drones, des canons anti-drones. On arrive à découvrir un certain nombre de choses. On arrive à arrêter des drones qui viennent filmer. Mais la question de savoir qu'est-ce qu'on fait du drone qui est un explosif, parce que le drone qui arrête d'être filmé, il est neutralisé par l'onde, et ensuite il peut tomber par manque de batterie. Évidemment, je caricature pour que chacun comprenne. Mais s'il y a un explosif sur lui, s'il tombe, et qu'il tombe, même s'il évite le lieu institutionnel qu'on veut lui éviter, il peut exploser quand même. Donc voilà, on a tout un travail très important à faire, et notamment avec nos camarades militaires. Sur les questions de M. Assouline, bon, qui décide de quoi? C'est assez simple. Hein, c'est moi qui suis responsable de la sécurité des Jeux Olympiques en dehors des stades, en dehors des lieux de compétition. Donc c'est ministre de l'Intérieur. Et à Paris, je l'ai confié uniquement au préfet de police. Donc ce n'est pas le DIJOP, ce n'est pas les préfets de département de grande couronne, puisque j'aurai une disposition dans la loi olympique que je pousse, qui est que pendant le temps des Jeux Olympiques, le préfet de police soit préfet en chef de la sécurité de l'ensemble de la grande couronne parisienne, y compris des grands départements d'Île-de-France, notamment pour les réseaux de transport et pour les aéroports, parce qu'on voit bien qu'il y a des petits tuilages compliqués parfois, alors qui peuvent se vivre dans la vie tous les jours de la PP ou de la grande couronne, mais dans un moment de crise qui peuvent se vivre difficilement. D'ailleurs, j'encourage la RATP et la SNCF de se mettre aussi d'accord sur les tuilages, puisqu'on voit bien vu que l'un des problèmes de Stade de France, pour parler d'expérience, c'était aussi qu'est-ce qui relevait de la RATP, qu'est-ce qui relevait de la SNCF. Moi, j'ai résolu le problème, c'est le PP qui s'occupe de toute la grande couronne et la petite couronne et de Paris, et donc de moi, bien évidemment. Vous avez raison. Mais moi, je n'ai qu'un interlocuteur, c'est le préfet de police. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et les préfets de département, dans chacun de leurs départements, évidemment, respectifs. Encore une fois, il faut que nous puissions marquer noir sur blanc qui est responsable de l'ensemble des axes et des accès de la cérémonie d'ouverture. Ce n'est pas
faire offense à la maire de Paris et aux élus de Paris que de leur dire que c'est pas clair. Parce qu'évidemment, ce qu'on aimerait là, c'est que sans doute que nous soyons responsables de la sécurité, mais qu'on ne puisse pas donner notre avis sur comment ça fonctionne le RP. Si je suis, et moi c'est ce que je souhaite, être responsable de la sécurité pour pouvoir répondre devant vous des actes que nous prenons, il faut évidemment qu'on accepte tous que c'est le ministère de l'Intérieur qui, en collaboration bien sûr avec les élus, mais un dernier mot sur est-ce qu'il faut ici mettre, je caricature, une friterie, combien d'agents de sécurité privés on met là, voilà, parce que ça a des incidences énormes. Comment on gère les stations de métro, comment on gère les accès, comment on gère la piétonisation, comment on gère la circulation. Bon, voilà, c'est une question très intéressante et passionnante partout sur l'interlande, y compris de la cérémonie d'ouverture, puisque la cérémonie d'ouverture, elle va assez loin, si je veux dire, pour pouvoir prévoir les flux. Parce que je réponds donc à votre deuxième question. Comment on est sûr qu'il y a 500 000 ? Bon, d'abord, 500 000, c'est ce qui a l'air d'être disponible en temps d'hommes par espace dans les endroits où on pourra regarder la scène d'un Kéo. Donc si on prend tous les espaces libres en dehors des espaces Kéba et les endroits où les arbres ici, le monument là, c'est 500 000 personnes. Bon, ce sera peut-être 550 000, ce sera peut-être 450 000. Non mais voilà. C'est pour ça que pour éviter le fait que ce sera peut-être 800 000 ou 900 000, nous on veut une billetterie gratuite. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas accéder à un grand endroit dans Paris, qui sera très large, en tout cas, ça c'est ce que je propose si je suis en responsabilité de l'ensemble de la cérémonie d'ouverture, et que les gens ne pourront rentrer dans cet espace qu'à partir du moment où ils ont une billetterie gratuite, un billet. Ce qui nous permettra de faire une deuxième demande dans la loi olympique que je propose à l'arbitrage de Madame la Première ministre, c'est les périmètres SILT, c'est-à-dire les périmètres terreaux que nous mettons en place parfois, on puisse les mettre pour évidemment la cérémonie d'ouverture. Et qu'on puisse faire un certain nombre de contrôles qui sont exorbitants du droit commun pour justement éviter que les gens rentrent avec une arme, rentrent avec faire des contrôles d'identité pour savoir si c'est telle ou telle personne. Parce que dans la billetterie gratuite, il y aura l'identité des personnes. Ce sera très intéressant pour nous, évidemment, pour les passages aux fichiers, pour regarder s'il y a pas un certain nombre de personnes qui, réservant un billetterie, sont très connues des services de police. Évidemment, ça pose des tas de questions qui vont intéresser les parlementaires et l'organisateur, mais c'est quand même comme ça qu'on arrive à sécuriser quelque chose de cette ampleur. Donc l'idée, c'est que si on est responsable, y compris la billetterie gratuite, et donc qu'on puisse faire les premiers contrôles, notamment en fermant un certain nombre de stations de métro et de RER très en amont, pour pouvoir faire des filtrages dans l'ensemble de Paris. Plus on écarte, si j'ose dire, l'étoile de contrôle, moins il y a de gens qui s'agglutinent, et en plus avec une énorme communication que nous ferons, qui consistera à dire ne venez pas à la cérémonie d'ouverture si vous n'avez pas de billets. Il y aura toujours qui viendront, bien évidemment, mais beaucoup moins que si on dit c'est open, venez tous, vous pourrez tous voir la cérémonie d'ouverture. Ce qui pose des questions, je l'ai dit en introduction, complémentaires avec l'organisateur et la ville de Paris, de c'est quoi les autres événements qui ne sont pas la cérémonie d'ouverture stricto sensu, mais qui sont le feu d'artifice, tout le monde a envie de le voir, donc qui sont les concerts que souhaite mettre ici ou là tel ou tel organisateur. Bon voilà, on discute de tout ça avec M. Estanguet, Madame la maire de Paris. Sur la question de la présence de ces policiers, bon, je voudrais quand même dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte des chiffres que j'ai annoncés en de policiers et de gendarmes. Genre, ça n'a pas d'équivalent, je crois. 45 000 policiers, monsieur le sénateur, sur 12 km de la cérémonie d'ouverture. J'ai fait un petit calcul. Ça fait 3 750 policiers et gendarmes par kilomètre. Ça fait 40 policiers et gendarmes par 100 mètres. Je crois que Paris n'aura jamais vu autant de policiers. C'est-à-dire que quand vous mettez 40 policiers gendarmes... Pardon ? Non, mais les 500 000, c'est sans les policiers et gendarmes, je vous rassure tout de suite. Mais je vous en laisse de plus en plus, vous avez remarqué, monsieur le sénateur. D'ailleurs, je vous entends moins parler du nombre d'effectifs à Paris, ce qui veut dire que ça augmente, puisque, évidemment, c'est le principe. C'est le principe. Non, mais blague à part, c'est vraiment très important. Alors, pour la cérémonie d'ouverture, 45 000, c'est vraiment pour la cérémonie d'ouverture. Quand je dis, en revanche, que nous avons un certain nombre de policiers par jour, c'est évidemment une moyenne, et c'est par 2 vacations. C'est-à-dire qu'il y aura ceux qui commenceront le matin, puis ceux qui font l'après-midi. Donc, voilà. Et alors, on a un énorme problème, enfin, c'est pas un problème, mais on l'organise, c'est qu'il faut loger toutes ces personnes. Il faut les loger, il faut les nourrir, il faut qu'ils aient leur matériel. Alors, la question que, je ne sais pas si vous intéressera à d'autres sujets que ministre de l'Intérieur, mais la question de l'hébergement en Île-de-France est une question très importante pendant cette période particulière. Voilà. Pour répondre à Madame L'Herbier, ce qui me permet de parler d'autres ministres, effectivement. Pardon ? L'incident dans la foule, comme on dit, on pourra l'occasion d'en reparler, mais ce qui a manqué au Stade de France, me semble-t-il,
c'était le fait qu'on n'avait pas forcément, je l'ai déjà dit, anticipé la délinquance, puisqu'il y avait une succession de choses qui se sont passées, qui ont mené au fait que les policiers d'ordre public sont allés dans le stade en retard pour essayer de tenir les grilles. Enfin, je ne vais pas refaire le débat du Stade de France, mais du coup, on laissait à ciel ouvert une délinquance d'appropriation contre les personnes. Et par manque de policiers, d'ailleurs, vous avez évoqué un concert, mais il n'y a pas eu de sujet de délinquance en tant que tel à ce concert. Je suis particulièrement intéressé, vous l'imaginez, c'est un sujet de forcer la billetterie, comme vous l'avez dit. Parce que désormais, le nombre de policiers et de gendarmes qu'on met en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis lors des événements sportifs culturels font que je crois qu'on est capable à la fois de maîtriser l'ordre public, le terreau, la sécurité, et s'il y a un problème, comment on fait. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment la grande leçon qu'on a appris. D'ailleurs, le préfet allemand le dit d'ailleurs dans son livre, si je ne m'abuse, sur ce point. Donc, je pense que le sujet, encore une fois, de Stade de France, c'était évidemment une mauvaise réaction d'ordre public parce qu'il y avait précipitation, manque d'effectifs et, comment dirais-je, changement de stratégie, si j'ose dire, sans coordination. Enfin, on a déjà eu l'occasion d'en reparler ici. Bon. Moi, je suis prêt à venir. On va laisser le ministre avancer parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Ouais, mais monsieur Assouline, je lui manque, j'ai l'impression, donc je suis très heureux de lui répondre. Sur Madame L'Herbier, sur la gare du Nord, bon, la gare du Nord comme tous les lieux de transport à Paris. Moi, d'abord, je suis très respectueux des compétences de Madame la maire de Paris, qui en partie est très jalouse de ses compétences de voirie. Elle ne les a pas toutes, ces compétences de voirie. Mais elle en a un parti, et vous aurez constaté que quand l'État est en responsabilité, nous avons des désaccords avec la ville de Paris, puisque nous avons fait un recours, elle a fait, Madame la maire de Paris, un recours sur notre interdiction de sa piétonisation et de son projet, sur lequel je n'ai pas d'avis d'opportunité ou esthétique, mais je constate que le tribunal administratif nous a donné raison, par ailleurs, parce que ce qui se passe, par exemple, au pied de la Tour Eiffel, ce qui se passe quai Branly, ce qui se passe demain peut-être à Saint-Germain ou après-demain à Porte de la Chapelle, a des conséquences sur l'ensemble de la circulation à Paris. Évidemment, notamment dans les reports de circulation pour les interventions de police d'ambulance, mais aussi simplement de vie. Donc dans le respect de chacune de nos compétences, nous essayons, dans le statut très particulier qui est celui de Paris, avec le préfet de police, d'être en bonne intelligence avec Madame la maire, même si on a parfois effectivement des choses qui sont tranchées dans les tribunaux. Ce qui est sûr, c'est que M. Beaune réunit également, parallèlement à moi, si j'ose dire, un comité de pilotage transport Jeux Olympiques, dans lequel de mes équipes participent d'ailleurs, où j'irai d'ailleurs faire un certain nombre de réunions, pour les gares, mais aussi pour les aéroports. Voilà, et je pense que M. Beaune est tout à fait disposé, j'imagine, par nature et par construction, mais à venir par exemple, parce que les enjeux de transport sont évidemment très, très, très importants. Sur la reconnaissance faciale, alors, je ne sais pas si la question s'adressait à moi ou à vos collègues, monsieur le sénateur, ou à monsieur Hervé qui était derrière moi. Je ne sais pas très bien qu'il fallait. Je ne voulais pas le citer. Non, j'entends ce que fait le Japon. Il se trouve que le Japon, ça s'est sans doute bien passé parce qu'il n'y avait d'ailleurs pas de spectateurs, ce qui aide sans doute à organiser du fait du Covid. Ce n'est pas propre au gouvernement japonais, bien évidemment. Je constate que le Qatar met en place sa reconnaissance faciale dans le grand événement qui les concerne. Bon, je constate que la candidature, Madame la sénatrice, de la ville de Paris comme de l'État à l'époque prévoyait des moyens technologiques que le Parlement ne nous donne pas aujourd'hui. C'est une vérité vraie, c'est qu'on a été au CIO, on leur a dit, voilà, et on ne donne pas les moyens juridiques pour le faire. Voilà. Est-ce que moi je suis pour la reconnaissance faciale? La réponse est non. J'ai eu l'occasion de m'exprimer pour dire que pour un événement olympique, comme pour tout événement, je ne suis pas sûr qu'il faille la reconnaissance faciale. Après, ça pose la question de quel type de société on veut. Je crois qu'il faut aussi accepter une part de risque. Vraiment, l'endroit où il n'y a aucun risque, ce n'est pas très rassurant d'un point de vue démocratique. Donc je crois qu'on peut avoir ce débat. Bon, voilà, évidemment, il est toujours difficile à tenir. Mais la reconnaissance faciale, je ne suis pas sûr que nous ayons aujourd'hui les moyens de garantir que demain, il ne soit pas utilisé autrement. En revanche, que nous ayons des moyens de vidéo dites intelligentes ou d'intelligence artificielle appliquée à la vidéo, oui, ça, aujourd'hui, la loi nous l'interdit et je vais le demander. Je vais les demander à Madame la Première ministre comme arbitrage et je les demanderai, si jamais c'est autorisé, dans la loi olympique. C'est quoi la vidéo intelligente? C'est quand vous avez un mur d'image et que vous recherchez une petite fille dans la foule, vous ne donnez pas la photo de la petite fille que vous reconnaissez comme étant la petite fille mademoiselle X, mais vous savez que la petite fille, elle est brune, elle fait 1m20 et elle a un t-shirt jaune, et la vidéo intelligente est capable de vous ressortir toutes les petites filles. Voilà. Si vous recherchez un homme qui se balade avec un couteau et qui a des cheveux longs,
c'est pas pareil que de recevoir, que de chercher Monsieur Darmanin. Vous recherchez un homme qui... Et donc, les caméras aident énormément à la décision. Non, j'ai pris cet exemple pour pas qu'il y ait d'attaque à Dominem. Bon. D'ailleurs, je ne suis pas grand. Voilà, voilà. Et je n'ai pas de couteau. Et je n'ai pas les cheveux longs, c'est parce que je ne les laisse pas pousser. Parce que sinon, la police me donnerait les papiers vu mes origines, c'est ce que vous voulez dire, hein, c'est ça. Voilà. Non, mais j'ai eu des contrôles d'identité très nombreux quand j'étais jeune étudiant à Lille, madame la sénatrice. Non, la question, c'est... Moi, je suis pour l'application intelligente des vidéos, et ça fait partie des dispositions que nous pourrions demander dans le cadre d'une loi JO. Mais je n'irai pas jusqu'à la reconnaissance faciale personnellement. Voilà. Après, je ne nie pas son efficacité, mais j'ai bien compris. Voilà. Bon. Et sur la billetterie, moi, je ne veux pas répondre à la question de la billetterie parce que je n'en suis pas le responsable. Ce que j'ai appris aussi du Stade de France, mais je suis très heureux de m'exprimer en amont, messieurs les présidents, de ce qui se passe de la préparation, c'est que si vous auditionnez tous les organisateurs, tous ceux qui ont une responsabilité, voilà, je pense que c'est important que les organisateurs viennent de s'expliquer devant vous sur notamment une partie de vos recommandations qui ne relèvent pas stricto sensu, bien sûr, du ministère de l'Intérieur. Donc la billetterie, la blockchain appliquée à la billetterie, comment on utilise des billets, c'est très intéressant. Je m'y intéresse personnellement, mais je n'en suis pas l'organisateur. Voilà. Donc, bien sûr, moi, ce qu'il faut que je regarde, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas de problème d'ordre public si la billetterie ne fonctionne pas. Ça, c'est un scénario que nous devons modéliser. Mais l'organisation de la billettique en tant que telle, je pense que les responsables seront les mieux placés. Comme pour la sécurité privée, je ne veux pas trop faire de commentaires parce qu'aujourd'hui, la filière professionnelle qui se structure est quand même assez efficace. Elle recrute beaucoup. Moi, je veux dire que c'est des beaux métiers que ceux de la sécurité privée qui ont énormément de potentiel pour demain et après-demain. Ils payent mieux leurs salariés, c'est une bonne chose. Je veux aussi dire que ça dépend beaucoup de l'appel d'offres lancé par l'organisateur. Parce que chacun sait que moins on lance des appels d'offres avec des montants pour les marchés, moins vous avez des gens qui payent bien leurs salariés et donc moins vous avez de gens qui viennent répondre à ces appels. Donc ce n'est pas l'État, je le rappelle ici, qui fait les appels d'offres, qui monte les prix et qui les lance. C'est l'organisateur. Donc je crois que l'organisateur, avec qui nous discutons évidemment de ça, mais sans avoir de contraintes, est à votre disposition, j'imagine. Je vous précise, Monsieur le Ministre, qu'on a engagé une mission d'information au niveau de la Commission de la Culture qui est confiée à Claude Kern et David Assouline sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. On va prendre toutes vos questions, mes chers collègues, en commençant... Je donne toute la liste. Michel Savin, Laurence Harribey, Jean-Jacques Lozac, Hussein Bourgi, Thomas Dossu, Jacqueline Stache-Brigno, Céline Boulay-Espéronnier, Cédric Vial et Jérémy Bacchi. Michel. Merci, Monsieur le Président. Je vais aller très rapidement aux questions. D'abord, simplement remarquer que à la présentation de Monsieur le Ministre, et je crois que c'est issu aussi du rapport qui a été fait suite aux incidents du Stade de France. L'opération antidélinquance était nécessaire dans le cadre d'une anticipation de ce qui peut arriver. Et je crois que ce qui n'avait pas été anticipé pour le Stade de France, il est bon d'entendre aujourd'hui qu'il y ait des opérations d'antidélinquance qui vont être mises en place assez rapidement en amont des Jeux Olympiques. Moi, j'ai deux questions. La première concerne, est-ce que le ministère, votre ministère, est-ce que dans votre mission, vous aurez la possibilité de contrôler l'honorabilité des 45 000 volontaires? Parce que tous ne seront pas dans des stades. Beaucoup de volontaires vont avoir des missions à l'extérieur des stades sur l'accueil des spectateurs, diriger les spectateurs dans les transports. Est-ce que vous aurez, vous, un œil sur l'honorabilité de ces 45 000 volontaires qui, quand même, auront un rôle important et qui vont être recrutés par le COJOP? Deuxième question, vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de gendarmes et de policiers allaient être affectés sur cette opération sécurité JO. Donc ça veut dire que des gendarmes qui sont aujourd'hui dans des brigades territoriales vont être délocalisés sur Paris ou sur d'autres sites. Dans des périodes où, sur certains départements, c'est des périodes juillet-août avec des sites touristiques. Alors, la question, vous avez tout à l'heure développé un dispositif comme quoi les agents, pendant ces périodes qui sont affectés sur le secteur Paris et Jeux Olympiques, ne pourront pas prendre de vacances, ce que j'ai compris. Est-ce que le même dispositif va être... Parce que si, dans les brigades, il y a moins de gendarmes, certains vont être affectés sur Paris, d'autres prennent des congés, on risque d'avoir des territoires qui vont être sous-effectifs dans des périodes compliquées, sur des sites touristiques, et ça peut créer des tensions dans certains territoires. Donc, quelle est la réponse à cette inquiétude que peuvent avoir les élus sur une période où les gendarmes seront moins présents?
Merci. J'aimerais juste très rapidement revenir sur ce que vous avez dit sur les sociétés privées, parce que c'est quand même un pan important de la sécurité. Et alors je comprends que vous puissiez pas vous prononcer sur la qualité aujourd'hui, et vous dites qu'il y a structurellement beaucoup d'efforts. Ça, on peut le concevoir, mais est-ce que vous vous êtes donné des outils pour évaluer suffisamment à l'avance la crédibilité de ces sociétés, pour éviter le fiasco des Jeux de Londres en 2012, où 3 semaines avant le départ des Jeux, la société a fait faux bond, et finalement on est obligé d'appeler à la rescousse l'armée. Donc voilà, quels sont les outils? Et la deuxième petite question que j'aimerais vous poser, en prolongation de la réponse que vous avez faite au président Lafont sur l'unité de commandement, donc on a bien... je voudrais juste une clarification. Vous avez bien expliqué qu'à partir du moment où c'était l'État qui pouvait être organisateur, ou en tout cas qu'il avait la qualité, c'était clair et net. Mais qu'en est-il des compétitions à l'intérieur des enceintes? Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les débordements ont souvent lieu beaucoup plus à l'intérieur des enceintes qu'à l'extérieur, et c'est souvent dû à la fragilité des stadiers et des sociétés privées, et que du coup on a un peu l'impression qu'il y a une tendance à envoyer le mistigris à l'intérieur des enceintes sportives et non pas à l'extérieur. Donc je voudrais juste une clarification. Est-ce que cette chaîne de commandement, elle est valable pour la totalité de l'événement? Jean-Jacques Lozach. Oui, je crois que tout le monde est d'accord pour tirer les enseignements de ce qui s'est passé au Stade de France pour tous les GESI, tous les grands événements sportifs internationaux à venir. On a beaucoup parlé, c'est vrai, des JO et notamment la cérémonie d'ouverture. On n'a pas parlé d'un aspect, Monsieur le Ministre, c'est la sécurité du parcours du relais de la flamme olympique. Parce qu'effectivement, il y a aussi là un problème de sécurité qui va se poser. Il y a une préconisation qui a été exprimée par la Cour des comptes, c'est de confier ce volet-là à la gendarmerie nationale compte tenu de son expérience sur la sécurisation des étapes du Tour de France, dont je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Une deuxième chose, tout à l'heure, vous avez évoqué la formation, les effectifs, etc. J'ai une question très précise, c'est quel est l'état d'avancement de la création à Villeneuve-Saint-Georges du centre de formation et d'entraînement au maintien de l'ordre pour la préfecture de police, qui n'existait pas jusqu'ici. Troisièmement, moi je suis un petit peu surpris parce que on a bien compris que le volet sécurité serait présent dans la future loi olympique. Donc c'est dans ce cadre-là que sera débattue notamment la question du recours à l'intelligence artificielle et à la reconnaissance faciale, alors qu'il semblait que suite à cette réunion du mois de juillet autour du président de la République, la question avait été tranchée avec une opposition au recours à la reconnaissance faciale. Donc vous nous confirmez aujourd'hui, Monsieur le Ministre, que la question n'est pas encore tranchée. Enfin, une question annexe, puisque tout à l'heure on parlait des GESI. Et les GESI, c'est notamment le mondial au Qatar dans quelques jours. Et il y a cet accord de coopération bilatérale qui a été passé entre la France et le Qatar et qui s'applique à partir de la semaine prochaine. Et cela, donc, entraîne la mobilisation de 230 agents de police français qui vont participer à cet effort de sécurité. Et il semblerait, Monsieur le Ministre, qu'à ce jour, l'annexe financière qui précise les conditions sous-tendant ce partenariat ne soit toujours pas publiée. Le sera-t-elle un jour? Et si oui, à quelle date? Et pouvez-vous nous confirmer également que le coût quel sera, s'il y a un coût pour la France, le coût de cette opération? Est-ce qu'il sera réellement neutre pour notre pays? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, instruit des incidents qui ont eu lieu au Stade de France le 28 mai dernier et sur la mise en cause de nos services par les autorités britanniques en particulier, je voulais savoir, est-ce que une coopération est envisagée avec les pays dont pourrait venir l'essentiel des supporters dans notre pays, à la fois pour des raisons d'encadrement, pour des raisons d'identification de ces supporters. Aussi, là, il y a la barrière de la langue. Est-ce qu'il y a une coopération qui est envisagée, par exemple, à l'échelle européenne, avec d'autres forces de sécurité qui pourraient accompagner non seulement les sportifs, mais aussi et surtout les supporters qui pourraient accompagner les sportifs? Merci. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur votre histoire de vidéosurveillance intelligente et sur les algorithmes que vous comptez utiliser pour
pour cette vidéosurveillance intelligente, dite intelligente. On a compris qu'il fallait une nouvelle base juridique, ça va prendre du temps d'y arriver. Ces algorithmes ont aussi besoin de temps pour être testés et être opérationnels. Est-ce que vous allez les tester en amont? Mais alors pour ça, il va falloir aller très vite sur la nouvelle base législative pour les utiliser. Est-ce que ces algorithmes sont ceux qui ont été, qui font partie de la liste de l'appel à projet de l'ANR de 2019 sur les algorithmes de gestion des foules? Et puis une question un peu plus philosophique là-dessus, est-ce que si on fait reposer une partie de notre sécurité sur ces algorithmes, est-ce qu'on ne se met pas quelque part à la merci d'attaques cyber, puisque vous en avez parlé, qui pourraient complètement paralyser notre gestion des mouvements de foule si on fait reposer une grande partie de notre sécurité là-dessus. Et puis, comme on est un peu dans une audition droit de suite par rapport à ce qui s'est passé au Stade de France, j'ai quelques petites questions précises là-dessus. Où est-ce qu'on en est sur l'enquête sur les 2 agents que vous avez désignés ici comme ayant fait un usage disproportionné du gaz lacrymogène? Combien de plaintes ont été recueillies en Angleterre et où en sommes-nous? C'est pour rassurer un peu les spectateurs étrangers qui pourraient être inquiets là-dessus. Et puis, une dernière question, est-ce que nos agents vont être formés en langue anglaise pour pouvoir éventuellement gérer plus facilement les spectateurs internationaux? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Oui, moi j'avais 2 questions. La première concerne les caméras de vidéoprotection qui sont au nombre de 4000 à Paris aujourd'hui et je crois que vous allez les augmenter au nombre de 400, hein, c'est ça? Pour les géos, ce qui ne me semble pas énorme. Et je voulais savoir si vous aviez une idée des endroits où elles ont augmenté. Vous savez qu'un des reproches qu'on fait aux dispositifs de caméras de vidéoprotection à Paris, c'est qu'elles sont concentrées dans les arrondissements du centre au détriment des arrondissements peut-être plus criminogènes de la périphérie de Paris, et savoir si vous saviez à peu près où vous allez les mettre, si ce chiffre était définitif et si évidemment ce dispositif allait être pérenne, ce qui serait une excellente chose puisque les élus parisiens que nous sommes réclament souvent à corps et à cri plus de caméras de vidéoprotection. Et la deuxième question concernait c'est malin. La deuxième question concernait la circulation des Parisiens, et vous faisiez référence, Monsieur le Ministre, à l'accès des logements des Parisiens, notamment sur les îles au milieu de la Seine lors de la cérémonie d'ouverture, savoir s'il y avait des dispositifs particuliers qui seraient mis en place de manière générale pour l'accès au logement des Parisiens dans certains quartiers. Et enfin, une petite remarque pour la conclusion. Vous disiez vous-même que vous n'aviez pas de cahier des charges précis, notamment pour la cérémonie d'ouverture, et je voulais savoir, il me semble important d'en avoir un, à quel moment vous alliez mettre la pression sur la mairie de Paris et les organisateurs pour en avoir un, puisque nous savons tous, ça a été évoqué, que l'anticipation est la clé de la réussite de cet événement mondial. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. 3 petites questions, je vais essayer d'être rapide. Alors, concernant effectivement, Monsieur le Ministre, la cérémonie d'ouverture, vous avez précisé que vous comptiez sur la mairie de Paris avec le recrutement de 3000 policiers municipaux qui ne sont toujours pas recrutés. Donc je ne sais pas comment, en 1 an et demi, la mairie de Paris va recruter 3000 policiers municipaux, d'autant que, si je ne me trompe pas, la police municipale de Paris n'est pas armée et que nous connaissons tous partout des problématiques de recrutement, toutes les villes en cherchent, et là où les polices municipales ne sont pas armées, vous ne recrutez personne parce qu'ils ne veulent pas venir aujourd'hui, vous le savez, dans des équipes où la police municipale n'est pas armée. Donc ça, première question, ça va être un vrai sujet. Deuxième question, moi je suis dans un territoire, près de chez moi, nous allons accueillir toute la délégation américaine pour les Jeux olympiques et paralympiques, c'est-à-dire en gros 2 mois. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui a été mis en place dans les territoires pour assurer la sécurité de ces lieux, parce que ce n'est pas avec la police nationale que nous avons actuellement et les polices municipales que nous pourrons assurer la sécurité de ces délégations. Et troisième petite question, alors il y a un slide qui m'a particulièrement intéressé, Monsieur le Ministre. Ne croyez pas que je suis provocatrice à chaque fois que vous venez là. C'est la slide 5. Plan zéro délinquance. Pendant 1 an, on va nettoyer la banlieue de la délinquance. Donc, je voudrais savoir avec quels moyens, comment et pourquoi, finalement, on n'a pas commencé à faire ce plan zéro délinquance depuis 5 ans. Parce que je ne vois pas comment, en 1 an, on va régler les problèmes de la délinquance en Île-de-France, avec en particulier, et je regarde, 5000 opérations antidélinquance, donc 3500 en Île-de-France. Donc je voudrais savoir ce que c'est, ces opérations antidélinquance, et avec quels moyens humains et judiciaires aussi vous allez travailler pour régler ces problèmes de délinquance.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi j'avais deux questions qui sont plutôt liées aux conséquences directes ou indirectes de ces Jeux Olympiques. La première, c'est plutôt un complément à la question qu'a posée mon collègue Michel Savin sur ce qui va se passer finalement sur les territoires qui vont être déshabillés, entre guillemets, d'une partie de leurs effectifs. Vous l'avez dit, les congés également seront interdits durant cette période, ce qui veut dire que les congés vont être pris en dehors de ces périodes, et donc on va avoir d'autres périodes sur cette même année où les effectifs vont être revus à la baisse. Donc comment vous avez envisagé ça sur les territoires qui seront impactés pendant cette période, mais aussi pendant la période où les congés devront être pris? Ma deuxième question, elle est concernant les manifestations, les événements ou les festivals qui seront interdits, vous l'avez dit, pendant cette période. C'est à mon sens sans précédent. On peut comprendre l'intérêt de cette mesure. Mais ma question, elle était, qui va prendre la décision de ces annulations? Est-ce que ce sera le ministère, le préfet, les préfets de région, préfets de département? Est-ce qu'il y aura des critères qui seront affichés? Ou est-ce que ce sera dans la loi? Est-ce que vous avez prévu de l'inscrire dans la loi? Ou est-ce que sur les JO, ou est-ce qu'il y aura des critères qui seront mis en œuvre? Quand est-ce qu'on connaîtra soit ces critères, soit ces décisions pour que les organisateurs puissent anticiper? Et est-ce que, puisqu'il s'agit d'annulations qui seront indépendantes de la volonté de ces organisateurs, est-ce qu'il y aura, d'après vous, des mesures de compensation financière, par exemple, pour ces organisateurs de festivals ou d'événements, pour qu'on puisse, là aussi, anticiper sur ces questions qui seront, on comprend, importantes pour la sécurité, mais sans précédent probablement pour beaucoup de grosses manifestations dans le pays? Je vous remercie. Monsieur le ministre, on va vous laisser répondre à ces questions. Oui, merci. Sur le premier point, sur le dernier point, pardon, monsieur le sénateur. D'abord, les Jeux Olympiques, c'est pour tout le monde. Je veux dire que d'abord, il ne s'agit pas d'interdire ou de mettre une loi pour dire on ne va pas organiser telle ou telle fête ici ou là. C'est pour l'ensemble des citoyens. Tout le monde a voulu les Jeux Olympiques. D'autant plus que moi, je n'étais pas dans le dossier de candidature, ni de la ville de Paris, ni à l'État à l'époque, et je soutiens bien volontiers. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on ait le démarche que vous avez. C'est-à-dire que si on part du principe que c'est quelque chose de descendant, que c'est l'État qui est obligé, qui doit compenser, d'abord, ce n'est pas très compatible avec la réduction des dépenses publiques que vous nous demandez en général. Puis deuxièmement, c'est une proposition de dire, voilà, à l'été 2024, comme on organise les Jeux Olympiques et qu'il faut qu'il y ait de sécurité partout, on demande à chacun de faire un petit effort, de décaler de quelques jours le départ du Tour de France. Je crois que d'ailleurs, il n'y a pas de sujet particulier sur ce point avec les organisateurs du Tour de France. Voilà, de décaler de quelques jours les braderies. Bon, si Madame la maire de Lille ne veut pas la décaler, on la décalera pas. C'est pas extrêmement grave, mais enfin, plus il y en aura qui pourront le décaler, mieux ce sera, parce qu'on assure la sécurité de toutes et tous. En tout cas, le ministre de l'Intérieur dit d'avance qu'il ne pourra pas mettre les mêmes forces que d'habitude l'été. Voilà, mais je pense que chacun peut le comprendre. Et puis si les gens veulent l'organiser quand même, malgré ce sujet, je le déplorerai. On va essayer de les convaincre. Le préfet de police a déjà écrit, me semble-t-il, aux élus parisiens. Et je crois que les préfets en général, avec le ministère de la Culture, fait des démarches auprès des élus partout en France. Donc il ne s'agit pas d'obliger, il s'agit de travailler ensemble à ce que les Jeux soient la meilleure réussite possible. Soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble, comme disait l'autre. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir cette démarche d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de disposition législative, il n'y a pas d'interdiction. Il y a le fait que chacun doit faire un peu d'effort. Deuxième sujet sur les effectifs. Peut-être que je me suis très mal exprimé, la sénatrice, ou alors peut-être qu'on ne s'est pas du tout entendu au début de la présentation, ou peut-être que même pendant la LOPMI, je n'ai pas été clair non plus, donc je m'en explique. Je vais essayer de refaire en très vite au débat de la LOPMI, Monsieur le Président. Nous créons des effectifs supplémentaires. Alors vous dites qu'il faut que la délinquance, depuis 5 ans, j'ose espérer que dans le Val d'Oise, la délinquance ne date pas d'il y a 5 ans. Ça m'étonnerait que depuis 5 ans, en fait, on soit tombé dans la délinquance et qu'avant, l'urbanisme était joyeux, il n'y avait pas de séparatisme, personne ne se faisait harceler. Bon, voilà, je pense qu'il faut tous se dire, Madame la sénatrice, que les difficultés de délinquance dans votre territoire, ils datent d'il y a très longtemps, y compris les baisses d'effectifs dans votre territoire datent d'il y a très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on fait de différent? On augmente les effectifs. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez voté, je vous remercie, une organisation qui monte les effectifs, notamment d'ailleurs en grande couronne parisienne. Et à Paris, j'ai eu l'occasion de dire que Paris aura 1000 policiers supplémentaires dans les 4 années qui viennent. Et je ne parlais que de Paris en ville Paris. Je ne parlais même pas de la petite couronne. Et je ne parlais pas de la grande couronne qui doit avoir aussi ses effectifs augmentés. Les créations de brigades de gendarmerie, par exemple, ça va être un moment très important. Donc pourquoi on ne lutte pas contre la délinquance avant? On luttait contre la délinquance avant, mais comment on y arrive? En mettant des moyens très importants. Et il ne faut pas raisonner à même température de l'eau, puisque par ailleurs, nous faisons des réformes très importantes
que je vous remercie de soutenir d'ailleurs, de la police nationale. C'est quoi la réforme de la police nationale? Que le système mettre davantage d'effectifs, davantage de liens d'investigation dans vos territoires. Vous souffrez, vous, de ne pas avoir assez d'OPJ. Il faut qu'on connecte les deux parties de notre réflexion. Il y a un sujet d'investigation dans le pays, de résolution des enquêtes, de taux d'élucidation, de gens qu'on arrête, de trafic de drogue. Le point de deal qui est en bas des communes que vous connaissez bien, il est en lien peut-être avec le trafiquant qui est de l'autre côté du monde. Et donc il y a une nouvelle organisation. Les cycles horaires. Moi, je m'enorgueillis d'être le ministre de l'Intérieur qui a dit aux policiers de travailler davantage. Et ils le font. Et ils l'ont fait. La quasi-intégralité, désormais, il reste moins de 5% des commissariats qui n'ont pas passé au cycle horaire qui leur donnait moins de congés. Donc ils ont fait ce travail. Ils sont plus présents sur la voie publique. Ils vont continuer à l'être. La réserve de la police nationale, c'est un point très très important. On n'avait pas de réserve comme la gendarmerie en avait. On commence à recruter. Des articles de presse fleurissent sur le fait qu'on arrive à avoir davantage de policiers à un moment donné particulier. Puis surtout, la LOPMI que vous avez voté, c'est 3000 effectifs chaque année. C'est-à-dire que pendant le quinquennat précédent, on en a formé à peu près 1500. C'est-à-dire que les 2 premières années, on va doubler le nombre d'effectifs qui était lui-même doublé par rapport aux années précédentes. Donc on va voir arriver une masse de policiers dans les commissariats et les brigades de gendarmerie qui n'ont pas d'équivalent. Alors après, on lissera les congés. Mais ce n'est pas la première fois que les fonctionnaires de la République, pour des raisons de service public, c'est pour ça que c'est beau le statut militaire et que c'est beau le statut de fonctionnaire, c'est que moi je dois encore 5 semaines de congés payés maintenant au CRS et aux gendarmes mobiles, avant même les Jeux Olympiques. Là, maintenant, je dois 5 semaines de congés payés depuis le 1er janvier. Moi, je constate, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où les gens, on leur doit 5 semaines de congés payés, ils disent rien, ils ne font pas grève et ils continuent à les envoyer là où on les envoie. Donc je pense qu'on peut aussi compter sur le patriotisme des fonctionnaires de police et de gendarmerie pour comprendre. On verra si on accompagnera ça peut-être de primes. On va évidemment trouver un travail social important auprès d'eux, de lisser leur départ en vacances. Ce ne sera pas tout avant ou tout après. Enfin, je pense qu'il faut caricaturer les choses. Je veux leur dire que non, les brigades de gendarmerie, l'idée, c'est pas d'envoyer des gens de la brigade de gendarmerie d'Avesnes-sur-Helpe à Saint-Denis. L'idée, c'est par exemple qu'on utilise des PSIG. Les PSIG, c'est leur travail, je crois, en partie, d'intervenir dans des endroits particuliers. Donc le gendarme de la brigade territoriale, il n'a pas vocation à venir à Saint-Denis. En revanche, le PSIG, c'est une possibilité. Ou alors le gendarme de la brigade territoriale de la commune X a vocation à prendre le temps des Jeux Olympiques, la commune Y qui est en zone police, qui est juste à côté de sa zone de gendarmerie. D'ailleurs, en général, on se bat pour qu'on redécoupe les zones de police et de gendarmerie. Voilà un bel exemple temporaire. Donc il ne s'agit pas évidemment de bouger les brigades territoriales. D'ailleurs, je veux vous dire ici que par ailleurs, on aura créé plus de 3000 postes de gendarmes, brigades territoriales. Donc, y compris dans la création de brigades de gendarmerie, dans vos territoires, je vais parfois dire, vous voulez une nouvelle brigade dans le sud de votre département, ce sera fin 2024, parce que les sorties d'école seront utilisées pour compenser les Jeux Olympiques, et puis, Jeux Olympiques passés, j'aurai les effectifs que je pourrai directement affecter dans vos brigades territoriales. Donc, il n'y aura pas de sous-effectifs de sécurité l'été, à l'exception, et je l'ai dit, des CRS des plages, que j'ai évoqué, que je ne peux pas mettre en place, mais moi je pense que je dois vraiment faire politique, c'est faire des choix, et chacun le comprendra. Sur l'honorabilité des 45 000 volontaires, c'est pour ça qu'on a réformé le CNAPS. Alors, c'est pour ça que j'essaie de commencer par la LOPMI, mais en fait, depuis la loi sécurité globale, nous préparons les Jeux Olympiques. Donc, politique publique par politique publique du ministère de l'Intérieur, je réforme pour pouvoir être prêt pour les Jeux. Et ce sera l'héritage des Jeux, d'ailleurs, si j'ose dire, de faire tout cela. Donc, on a fait quoi? On a fait dans sécurité globale une ordonnance sur le CNAPS, qu'on a d'ailleurs rendu en dur. Le CNAPS, il contrôle tous les agents de sécurité privée, toutes les personnes qui sont dans les stades. Ça répond aussi à la question de Madame la sénatrice sur les stadiers, par exemple. On va tous les passer, grâce à une augmentation d'effectifs et grâce à une augmentation de compétences du CNAPS, au fichier, comme on dit, pour voir si ces personnes, effectivement, ont l'honorabilité. Voilà. Donc, tous les endroits, je le dis aussi à M. Lozach, tous les endroits où agréés par le CIO, par le comité d'organisation des Jeux Olympiques, toutes les personnes seront passées au fichier. Voilà, donc ça, c'est la réforme du CNAPS que vous nous avez autorisé à faire dans la sécurité globale, qui d'ailleurs devient de plus en plus efficace et qui va de pair avec la professionnalisation de la sécurité privée. Je rappelle que la sécurité privée, nous avons aussi augmenté le nombre de compétences et le nombre de moyens de contrôle, notamment sur les étrangers qui ont des cartes de séjour. Aujourd'hui, on a augmenté si je veux dire, le nombre d'années qu'ils doivent avoir sur le territoire national pour pouvoir avoir ces cartes. Ils ne doivent pas avoir de casier judiciaire, ils doivent parler français, ils doivent être conformes aux valeurs de la République, on doit pouvoir les distinguer. Ça aussi, c'est la professionnalisation de la filière qu'on a fait l'année dernière. Évidemment,
pour qu'il n'y ait pas de problème qui viennent aussi des agents de sécurité privée. Après, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, si j'ose dire. Je rappelle quand même que c'est un agent de sécurité privée qui est mort en premier quasiment dans les attentats du Stade de France, et c'est lui qui a empêché la personne de rentrer avec la bombe dans le stade. Il ne faut pas renverser la charge de la preuve. Je sais que vous ne l'avez pas dit, mais je pense que c'est un point très, très, très important. Sur gendarme et SIG, je pense que j'ai répondu. Sur la sécurité privée aussi. La question a été posée sur la vidéo au sens large, sur l'intelligence artificielle. Moi, je m'inspire d'excellents rapports du sénateur de Bresse et du sénateur Hervé, qui me poussent, d'ailleurs, Monsieur le Président de la Commission des lois, à poser de telles dispositions. Donc j'ai toujours dit, et je le redis à Monsieur Lozach, que oui, nous ne proposons pas de reconnaissance artificielle. Voilà. Après, je sais pas, je ne vous ai pas vu à la réunion avec le Président de la République, mais vous avez l'air d'être particulièrement informé, mais je regarderai bien autour de la table la prochaine fois. En revanche, nous n'avons pas dit que nous ne proposions pas d'amélioration de dispositions sur les caméras de vidéoprotection. D'abord, le Conseil d'État et la CNIL nous demandent de mettre à jour le système de vidéosurveillance avec le RGPD. Donc il y a un travail parlementaire extrêmement important à faire. Et deuxièmement, on aura un débat sur la reconnaissance faciale sans doute, mais qui n'est pas la proposition du gouvernement, et l'intelligence artificielle. Alors comment on fait pour tester, etc. Mais alors je vais vous dire quelque chose, il y a plein de communes de France qui le font déjà. La question est de savoir si est-ce qu'elles le font légalement. Mais il y a plein de commissariats municipaux, je mets des guillemets, puisque c'est une compétence police municipale, qui utilisent des logiciels qui permettent de voir la voiture qui, à 3 h du matin, entre 3 h et 4 h du matin, roule vite au coin de la rue et est toute jaune. Voilà. Ça existe déjà. Il y a un vide juridique. La question est de savoir si personne n'a jamais attaqué l'utilisation de ces logiciels. Est-ce que c'est légal, pas légal? En tout cas, pour l'État, nous utilisons des choses que lorsque la loi expressément nous l'autorise, ce qui est à mon avis une bonne chose. Et donc nous demanderons cette autorisation. Et donc on a plein d'exemples de fonctionnement de ce système. Est-ce que nous allons mettre notre gestion des foules que sur l'intelligence artificielle? La réponse est non. Moi, j'ai eu l'occasion de vous dire, monsieur le sénateur, que pour moi, ça nous servira à aider la salle de commandement, la salle de supervision, à retrouver plus rapidement une personne, un geste. Par exemple, vous savez, dans ces logiciels d'intelligence artificielle, il y a, quand on casse un abribus, l'écran ressort particulièrement parmi les 300, 400, 500, 600 caméras qui sont devant vous et qui met, voilà, là c'est là où l'abribus est cassé. Parfois, l'abribus n'est pas cassé, quelqu'un a acheté son sac un peu fortement et du coup l'opérateur dit bah non, c'est pas d'abribus cassé. Mais ça peut être l'occasion de regarder que tiens, il y a des ordres publics, il faut peut-être envoyer les policiers là si jamais c'est le cas. Sur la ville de Paris, bon, je vois qu'il y a un débat entre vous, donc je vais vous laisser, mais je voudrais dire à la sénatrice que oui, elles seront pérennes, ces caméras, hein, donc il n'y a pas de problème. 400, c'est déjà beaucoup. Je crois que Madame la maire de Paris et le préfet de police discutent en ce moment même de savoir où est-ce qu'ils les implantent. Je voudrais quand même dire que la ville de Paris et l'ensemble d'ailleurs des sites parisiens ne sont pas sous-équipés, hein. On est à 4171 caméras actuellement à Paris, donc à peu près plus de 400. J'ai dit que s'il en fallait davantage, on les mettrait davantage. Il y a 3500 caméras des partenaires directement sur la voie publique ou en lien avec les spectateurs, SNCF et RATP par exemple. Voilà, et donc on a quand même un petit dizaine de milliers, un peu moins d'une dizaine de milliers de caméras, plus les caméras voirie. Pardon ? Mais je le rappelle, je n'ai pas de problème voilà, avec ça. J'ai l'occasion de dire que je crois que je n'ai pas d'échange idéologique avec la maire de Paris sur ces questions, la question de savoir où est-ce qu'on les met. Donc je proposerais que le préfet de police, une fois qu'il aura négocié avec la ville de Paris, puisse peut-être le présenter à l'ensemble des élus. Ça me paraît logique. Je le répète ici, mais je n'ai pas le même échange avec la maire de Paris qu'avec d'autres maires et qui posent plus de problèmes, si je veux dire, idéologiques sur la question des caméras. Je ne vais pas en rajouter, mais chacun le comprendra. Donc nous, à la ville de Paris, je crois qu'on n'a pas de sujet. Et s'il faut 100 caméras de plus, on mettra 100 caméras de plus. Ce n'est pas en soi un problème en tant que tel. Après, ce sont des caméras qui, effectivement, sont là pour l'ordre public, le terrorisme et la lutte contre la délinquance. Bon, c'est sûr qu'il n'y aura pas de caméra dans chaque rue de Paris, mais il n'y a jamais une caméra dans chaque rue d'une commune. Sur la question de la police municipale, elle n'est pas armée, c'est vrai, mais c'est un choix strict de la ville de Paris et de son conseil municipal de ne pas le faire. Donc je constate que c'est nous qui avons autorisé, si j'ose dire, Paris à avoir une police municipale. C'est quand même un fait historique, hein, c'est un point important. Oui, mais on a toujours dit qu'on était très, très favorable à ce point. Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer pour dire que je pense que c'est mieux que dans la ville capitale, les policiers municipaux après formation soient armés. Mais je respecte profondément le choix de chaque commune de délibérer comme il l'entend. En tout cas, nous prenons la police municipale
organisée et recrutée par Madame Hidalgo, telle qu'elle. Je ne suis pas tout à fait certain, Madame la sénatrice, qu'on puisse comparer avec d'autres communes, avec le mercato, pardon de le dire comme ça, des policiers municipaux, parce que ce que j'ai compris de la ville de Paris, c'est qu'elle utilisait souvent des personnes qui étaient déjà dans son personnel, et notamment des aides au stationnement, et les faisait monter en compétences. Donc ils ont quand même, la ville de Paris a une fonction publique très particulière, au sens sui generis du terme, elle les fait monter en compétences, donc ce n'est pas des recrutements des policiers municipaux classiques. Mais voilà, moi je ne suis pas là pour recruter la police municipale de la ville de Paris, évidemment. D'ailleurs, je crois que M. Assouline est heureux que ce soit M. Toubon qui soit désormais le déontologue de la police municipale de Paris, par un énorme retournement de l'histoire. M. Assouline prend des conseils. J'ai été son collaborateur, j'ai aucun problème, mais c'est pour dire que c'est M. Toubon qui donne désormais des recommandations de déontologie à M. Assouline. La délégation... je crois que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Sur le Qatar, ça ne coûte rien à la France en tant que telle. Il ne s'agit pas de délibération publique, mais effectivement signée. Je voudrais rappeler que les 200 gendarmes, notamment, qui sont au Qatar, c'est pour répondre notamment à la question que posait Monsieur le sénateur sur la coopération internationale. C'est aussi et surtout pour aider les Français, qui sont quand même un certain nombre, à commencer par notre équipe nationale, à être sur place. Donc, quand j'entends parfois des critiques sur le fait que les gendarmes sont au Qatar, bah oui, ils aident les Français qui portent plainte, ceux qui seraient accusés, ceux qui ont besoin de soutien consulaire, et notamment notre équipe de football qui a besoin d'être protégée. Donc, et nous accueillerons évidemment des policiers, des gendarmes du monde entier, et nous travaillerons en coopération avec eux. Je ne suis pas certain qu'il y avait polémique sur ce point. Et je crois, Monsieur le Président, que j'étais complet. Merci, Monsieur le Ministre. Avant de suspendre la réunion, une dernière question. À quelle date pensez-vous déposer le texte sur les Jeux Olympiques? Alors, je ne le sais pas parce que, d'abord, ce n'est pas moi qui le porterai à titre principal. Deuxièmement, nous avons d'autres réunions d'arbitrage avec la Première ministre dans les jours et semaines qui viennent. Pardon ? Je ne suis pas maître de l'agenda parlementaire qui change au fur et à mesure des articles 49 alinéa 3 appliqués à l'Assemblée nationale. Nous avons suivi l'actualité. Mais je crois que dans un certain temps, comme dirait l'humoriste de ma commune. Voilà. Donc dans un certain temps, c'est comme le fût du canon, c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. Nous levons la séance. Alors, la Commission des lois s'en va, mais je peux comprendre que la Commission des affaires culturelles reste.